Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live avec Pénélope. Bonjour Pénélope. Bonjour Martin, bonjour le chat sur Twitch, bonjour sur YouTube si vous nous regardez en redifféré. Et l'image est pas si pire par rapport à d'habitude. Mais elle n'est pas terrible en live, par contre elle sera très bonne en replay, puisque cette émission elle est enregistrée en live sur Twitch le jeudi matin. On se retrouve ensemble pour parler des actus ludiques, et en replay vous pouvez la retrouver sur notre chaîne YouTube, notre chaîne principale. Mais on l'a annoncé, attention, on va tester quelque chose l'année prochaine, au mois de septembre, vous avez encore un petit peu de temps, on va tester l'envie, on a deux chaînes, vous le savez, on a une chaîne de replay consacrée à toutes les matinales toute la semaine, et une chaîne consacrée à nos vidéos enregistrées en studio dans lesquelles on vous explique les jeux, on vous les présente. Cette émission était la seule qui était enregistrée en live et diffusée sur notre chaîne principale, notre chaîne studio. On aimerait, à partir de septembre, tester l'option d'avoir deux chaînes premium, pas une secondaire, une principale, avoir une chaîne consacrée uniquement au live et une chaîne consacrée uniquement au format enregistré en studio, tout simplement parce que parfois c'est pas tout à fait les mêmes publics. Le problème, c'est que vous êtes majoritairement abonnés pour l'instant à l'une des deux chaînes, donc c'est là qu'on vous dit abonnez-vous à la seconde. C'est important aussi que vous J'ai mis le lien dans le chat Twitch. Ouais, qui s'affiche pas encore parce que je me rends compte que tu n'es pas modératrice. Je t'ai pas mis modératrice, donc il faudrait que je le mette moi-même pour ceux qui regardent en live. Voilà, on va vous rappeler pendant cette fin de printemps de vous abonner à la deuxième chaîne pour surtout ne pas louper les rediffusions également de ces émissions-là, pour que vous puissiez continuer à nous suivre. Et puis, bon, c'est un test. Si ça marche pas, peut-être qu'on se rendra compte qu'il faudra tout remettre sur une seule chaîne. Mais pour le développement de notre écosystème, c'est une question que l'on se pose actuellement. On a beaucoup de formats, on essaie de créer plus d'émissions et d'avoir un écosystème, un monde de jeux qui soit incroyable. Le but, c'est justement de mettre en valeur toutes les émissions que l'on fait. Par exemple, lundi avec Aline, on vous parle de jeux, de bandes dessinées, de films, de plein d'autres choses. Avec Yoann Levé, on fait également des émissions, on vous parle de culture ludique. Il y a d'autres formats, et puis on va aussi faire des émissions, on a envie d'en faire en tout cas qui soit le retour de nos jeux indispensables, les meilleurs jeux d'une période donnée. Ça, on ne le fait plus trop actuellement. La meilleure façon de le faire, c'est en live, et de ce fait, de pouvoir le rediffuser. Avoir une chaîne forte autour de ça, ça nous permettrait de continuer à faire tous nos contenus et de gagner en présence sur YouTube, puisque ça bouge un petit peu YouTube. C'est difficile de tout mettre sur la même chaîne, les émissions se parasitent les unes les autres. Il y a besoin d'en avoir deux. Voilà. On tentera ça en septembre, c'est pour ça que je fais ce laïus en début d'émission, et on part directement sur notre programme qui est toujours un peu le même. On va vous parler des news. C'est bien les rituels aussi. Ben oui. Comme ça, on perd pas nos repères. Board Game Arena, on vous parlera de ce qui se passe sur le web un peu quand même, il y a quelques petites choses qu'on a envie de vous raconter. On fera un tour du monde ludique, les quelques jeux qui arriveront plus tard sur vos tables. On va parler des jeux qui arrivent maintenant sur vos tables, ceux qui sont déjà sortis. Nos jeux du moment, on regardera s'il y a des nouveaux jeux qui rejoignent nos coups de cœur, et on terminera avec les vidéos sur nos chaînes comme d'habitude. On n'oublie pas les Kickstarter, les financements participatifs dont on parle dans la rubrique ailleurs sur le web également. Voilà pour le programme de cette matinale. Beaucoup de news quand même, hein. Quand je regarde, préparez-vous. Alors, pas mal de news. La principale, évidemment, c'est l'annonce des jeux sélectionnés pour le Spiel des Jahres. Oui. On a eu cette annonce mardi. On découvre les quelques jeux. À chaque fois on regarde avec beaucoup d'intérêt parce que c'est le marché allemand, et en même temps il est très proche aujourd'hui du marché français malgré tout. Ouais. Avec toujours un ou deux jeux qui arrivent. Alors là, tout le monde, les réactions sur Internet, c'était très drôle parce que beaucoup c'était Faraway, il a 3 ans, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais bien sûr que ce sont les jeux sortis cette année en Allemagne. C'est comme pour l'As d'Or, les jeux sortis cette année en France ou en français. Mais vraiment, c'est ça le critère numéro 1 pour ces sélections de jeux. Le jeu de l'année n'est pas le jeu de l'année mondial, tout compris, même s'il a cette aura de célébrité et d'importance. On le sent pour les joueurs, c'est ça qui doit les étonner. Ils doivent se dire, mais oui, mais c'est le Spiel, c'est le jeu de l'année mondial, quoi. Non, c'est le jeu de l'année allemand qui a juste pris une importance folle parce que souvent, il est très significatif et très suivi. Et historiquement le plus ancien, je pense. Alors, dans la catégorie principale, on retrouve Bombbuster, le jeu d'Hisashi Hayashi, édité par Cocktail Games, qui était l'un des, je crois, le grand favori. En fait, c'est celui qu'on attendait le plus, mais peut-être parce qu'on avait moins pensé à Flip 7, qui, là, du coup, la question se pose. À partir du moment où Flip 7 est sélectionné et que c'est un raz-de-marée absolu, le jeu d'Eric Olsen, édité par
Hopi Games. Je vois beaucoup partout marqué Ketchup Games. Je suis pas sûr, mais je pense pas que Ketchup ait à voir sur l'édition allemande. Alors là, je pense pas du tout. Que c'est un jeu américain à la base. Donc, c'est un jeu américain. De ce fait. Avec un packaging plus petit d'ailleurs. Oui. Alors, il profite évidemment en France. Les boîtes changent de taille en fonction des pays. Il profite en France du succès de ce jeu, évidemment, et c'est bien naturel. Il communique aussi sur le fait d'être sélectionné sur le Spiel des Jahres avec ce jeu, puisque sur le marché français, c'est Ketchup qui le fait. Je peux dire des bêtises, je ne me suis pas renseigné plus particulièrement, mais je ne crois pas qu'il distribue partout en Europe. Il me semble pas. Peut-être que c'est possible. Alors là, moi, sur la boîte, je vois le logo Cosmos, si je dis pas de bêtises en regardant. Oui, mais ça, c'est bien normal, parce qu'il y a toujours un éditeur local. Oui. Mais par contre, est-ce que c'est eux qui ont négocié? Peut-être, on verra dans les commentaires de cette vidéo. Crackle Oracle, celui-ci, on ne le connaît pas. C'est la je me suis petite un peu surprise, renseignée dessus. Oui. Pour savoir un peu comment ça se jouait, parce que vraiment, c'est le jeu que je ne connaissais pas du tout, et je pense que ça a été la surprise pour tout le monde. Et en fait, c'est assez rigolo. C'est un jeu dans le même état d'esprit alors avec cette même mécanique centrale qu'un Dixit ou qu'un Etok ou qu'un Crazy Words, où on va mélanger des cartes et essayer de retrouver qui a fait quoi autour de la table. Et en fait, on a des feuilles des plateaux devant nous avec des lignes déjà dessinées, prédessinées. Et on va avoir une carte qui nous dit qu'on doit dessiner. On doit dessiner le mot qu'on a sur cette carte en cédant des lignes, en fait. C'est comme on va juste repasser les lignes qui nous intéressent. On le voit d'ailleurs sur la couverture de la boîte, le principe. Les lignes qui nous intéressent pour essayer de faire une forme. Et ensuite, on va mélanger toutes les cartes, on va les mettre au centre de la table et on va essayer de deviner quelles images n'ont pas été dessinées autour de la table puisqu'on rajoute des cartes. Voilà, c'est juste pour vous expliquer le jeu, parce que sinon, c'est vrai que c'était un peu la surprise de la sélection. Parce qu'on ne le connaît pas, mais du coup, on va s'y intéresser. Il y en a toujours un, et c'est l'intérêt de ces prix aussi. Effectivement, on peut commenter le fait que ce soit ou non justifié de voir ces jeux à chaque fois. On le fait pour s'amuser un peu. Mais d'un autre côté, l'intérêt, c'est aussi de découvrir des jeux. Pour le grand public, c'est le cas. Pour nous, un peu moins. Le grand public découvre des jeux à cette occasion. Buster, on ne savait pas dans quelle catégorie il serait. On se doutait qu'il serait sélectionné, mais on ne savait pas dans laquelle. Finalement, c'est dans la catégorie la plus accessible, d'une certaine manière. C'est la petite surprise. L'autre chose sur laquelle j'avais envie de rebondir et qui m'a fait sourire, c'est la présence de Faraway dans la sélection Kenner Spiel avec Endeavor. Alors, je vois que dans le chat, c'est déjà commenté. On va la donner, cette sélection. On a Faraway. Donc là, pour le coup, c'est Ketchup Games qui l'a créé, ce jeu, un jeu de Corentin Lebrun et Johan Goupy. On a Endeavor au Profond, le jeu de Carl Visser et Jared Gray, qui est publié par Grand Gamers Guild. Super Meeple en version française, mais d'abord Grand Gamers Guild pour l'éditeur d'origine. Loot, le jeu de Charles Chevalier et Laurent Escoffier, édité par Gigamig dans la version d'origine. Et là aussi, vous avez des éditeurs allemands, mais j'ai pas été les chercher spécifiquement pour savoir qui le fait outre-Rhin. On s'en fiche un petit peu de notre côté. Et là, effectivement, on a des commentaires. On dit, tiens, c'est très bizarre de voir Faraway et Endeavor au Profond. On peut en débattre. Il n'y a pas de sélection experte en réalité en Allemagne. C'est juste une sélection initié plus puis voilà. Sans limite. Et en fait, sauf qu'ils ne mettent que très 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 rarement des jeux très experts. Enfin, il y en a. Moi, j'en ai pas encore vu dans le Spiel. Ils s'arrêtent à un expert qui reste accessible. C'est une très grosse différence maintenant avec l'Asdor, qui a créé cette catégorie initiée pour pouvoir avoir une vraie catégorie expert avec des jeux assez complexes. Et moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est que la présence de Faraway dans même la catégorie initiée en France avait fait parler, et en fait on se rend compte qu'entre jurys de pays sans avoir communiqué les uns avec les autres, on est tombé d'accord sur le fait que Faraway est vraiment un jeu plutôt initié plus que il n'est pas très accessible, c'est sûr. Il n'est pas si accessible que ça quand on essaye de l'expliquer à des joueurs complètement primo-joueurs. En fait, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a un twist mécanique qui n'est pas si facile d'accès. Et donc, moi, je comprends sa présence dans cette catégorie-là, mais ça le met encore plus en exergue d'être avec Endeavor dans la même catégorie. Donc, c'est rigolo. Oui, et puis comment les départager, c'est ça la grande question. Alors après, la question des catégories, on se la pose au moment où cette sélection est publiée. Après, il ne faut pas oublier que derrière, il y aura un jeu qui va gagner chaque catégorie. C'est aussi comme ça que réfléchit le jury. Souvent, ils ont envie de récompenser des jeux. Ils se disent, on a envie de récompenser Faraway, où on le met. Le but n'est pas de comparer Faraway et Endeavor, c'est pas ça. C'est simplement qu'ils ne se le voyaient pas le mettre dans la catégorie principale.
évidemment, c'est le cas pour Endeavor, on ne pouvait pas le mettre dans la catégorie principale. Ils se retrouvent dans la même, mais ça ne veut pas dire que les jeux sont semblables. Ça veut simplement dire que c'est un peu leur catégorie fourre-tout qu'ils ont, et c'est un peu le cas aussi même s'il y a plus de catégories sur l'Asdor, ce genre de cas de figure existe malgré tout, et ne cherchez pas forcément une logique à tout ça, il n'y en a pas en réalité, simplement que ces jeux méritaient dans la sélection, peu importe la catégorie, d'une certaine manière. C'est dans celle-là parce que c'est par élimination que ça se retrouve dans celle-là plutôt. Mais on n'a pas parlé. Oui, mais c'est vraiment un sujet qui est assez passionnant parce que là, je vois, il y en a qui disent oui, mais Bomb Buster est en tout public, comme si c'était plus compliqué que Faraway. Et en l'occurrence, de mon point de vue, pas du tout. Bomb Buster étant un jeu coopératif, on peut beaucoup plus aider les autres joueurs autour de la table déjà à comprendre les règles et les assimiler. Et c'est très différent d'un Faraway qui va mettre les joueurs dans une position où ils doivent comprendre, maîtriser le jeu et la subtilité d'une mécanique qui n'est pas si naturelle que ça. Voilà, c'est un sujet que... Oui, tout est discutable toujours. Nous, on discute des heures et des heures et des heures et des heures. C'est pour ça que c'est intéressant. C'est rigolo, c'est discutable, ça entraîne des réactions et après, il faut relativiser en disant, dans le fond, au final, je m'en fous un peu. Voilà. Qu'est-ce que ça a changé? Ils ont envie de mettre Faraway, ils mettent Faraway, ils le mettent où ils veulent, mais il n'y a pas de problème. Ce qui surprend un peu sur Bomb Buster, c'est qu'on est très proche de The Crew en type de jeu, avec, tu sais, des scénarios différents, de plus en plus de difficultés, des règles simples à la base. Mais The Crew était en Kenner. Oui. Était en Kenner et Bomb Buster se retrouve dans la catégorie principale. Voilà, c'est ça qui parfois on se dit, oh tiens, ça a changé. Peut-être qu'ils ont changé d'avis. Mais bon. Après, depuis, beaucoup de gens se sont habitués à cette mécanique-là grâce à The Crew. Donc, il y a une la familiarisation d'une mécanique, ça fait partie de comment on aborde un jeu aussi. Donc, Dans la catégorie Kinderspiel, on n'a pas parlé, il y a Cascadia Junior, je n'y ai pas encore joué, on a vu ce jeu popper, et pour l'instant on ne sait pas ce dont il s'agit, mais s'il est sélectionné, c'est que ça doit être pas trop mal. Fertessa Alizé et Randy Flynn, que l'on retrouve à la conception de ce jeu. Randy Flynn était déjà sur le Cascadia, c'était pas le cas de Fertessa Alizé. Je ne sais pas comment on le prononce. Le Clan des Souris, c'est un jeu de Christophe Loras. Bravo à Christophe, bravo aussi à l'équipe de Débâcle le jeu, parce que de mémoire, c'est la première fois qu'ils sont sélectionnés dans un prix aussi majeur, que ce soit l'Asdor ou le Spiel. Et c'est une très bonne nouvelle pour cet éditeur qui est celui de Ludistri, qui est distribué par Ludistri, mais c'est la même équipe. Et Top 10 Tarteux, celui-ci on ne le connaît pas. C'est de Wolfgang Warsch, celui-ci on le connaît. Wolfgang Warsch, ouais. qui est aux commandes de ce jeu-là. Et forcément, on va s'y intéresser également. C'est édité par Schmitt. Et je vois qu'il y a Michel Verdu qui est à l'illustration sur ce jeu. Beaucoup de Français. On a entendu beaucoup parler français sur toutes ces personnes qui font des jeux. Charles Chevalier, Laurent Escoffier, Corentin Lebras, Johan Goupy, Christophe Laura. Vous voyez que même dans les illustrateurs, on entend beaucoup parler de français. Cocktail Games. J'ai été officiellement invité pour aller assister à la cérémonie de la remise du prix en juillet, donc je ramènerai des images, mais surtout j'espère que je verrai des Français contents. Ça fait toujours plaisir. On nous demande si on a une date pour la Cascadia Junior. Je crois qu'elle a été communiquée, on l'a vu passer sur les réseaux, mais je ne l'ai pas appris par cœur, donc je dirais un peu plus tard, peut-être septembre, quelque chose comme ça. Voilà, c'est ça, septembre si tout va bien, nous dit Rachel. Et c'est l'autre chose qui est intéressante, c'est moi je vais pas me permettre de réagir trop à la présence ou l'absence de certains jeux parce que je veux pas donner des impressions de pour moi il y avait des évidences que forcément etc. Mais il y a des présents et des absents surprenants. Et donc tous les prix c'est toujours le même principe. Il y a toujours des présents et des absents surprenants. Et c'est hyper intéressant de se dire que c'est vraiment un groupe d'humains qui décident à un moment T et que c'est ça qui fait la richesse aussi des prix, c'est qu'il faut s'intéresser à tous. Oui. Alors, on a aussi une version, là, je ne vous l'ai pas mise, mais on a une version allongée. On nous dit Zénith est absent. Ben oui, mais il est sur les recommandations plus larges. Et puis après, il n'y a que 3 places à chaque fois. Donc, c'est un arbitrage. Quand il y a 4 excellents jeux, il y en a un qui saute. C'est une question qui s'est beaucoup posée, qui se pose très souvent. Les gens veulent savoir la shortlist de l'Asdor, par exemple. Nous, on a pris le parti de ne pas le faire pour ne pas rendre encore plus de gens malheureux. Parce que quand on n'est carrément pas dans les recommandations, on se dit ah là là, j'étais même pas dans les recommandations. C'est un peu dur finalement. Et puis c'est de concentrer l'attention sur vraiment les jeux nommés et pas noyer les informations dans. Mais
parfois les gens, je me suis rendu compte qu'il y avait moins justement peut-être de réactions énervées contre le Spiel. Alors déjà parce que c'est pas français, mais peut-être parce qu'ils se consolent de voir que le jeu qu'ils pensaient voir a quand même été pris en considération. Mais nous, on fait exactement pareil, c'est juste qu'on ne montre pas. Après, moi, j'ai pas d'avis là-dessus. Très clairement, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je crois qu'il n'y a pas de bonne solution. Il n'y a que des solutions. Le changement, parfois, c'est bien parce que ça permet d'apaiser les gens qui disent, qui crient à l'immobilisme. Mais en fait, les problèmes se reposent un peu plus tard, quoi qu'il arrive. Je ne sais pas ce qu'il faut faire exactement. Quand les gens ont envie de râler, ils râleront quoi qu'il arrive. Je pense qu'il faut retenir ça. On a fait 2 petites vidéos, vous pouvez retrouver. Alors, on a fait, c'est Johan qui a eu cette bonne idée, mardi matin, de faire une histoire du Spiel des Jahres. C'est pour ça qu'on vous dit abonnez-vous à la 2e chaîne, parce que ce genre de vidéos, on les met sur la 2e chaîne. On ne veut pas noyer notre chaîne principale et on a envie d'en faire de plus en plus. Quand je dis on ne veut pas noyer, les gens se posent la question de pourquoi, mais si vous allez sur la page d'accueil de YouTube, vous verrez qu'il n'y a plus que 3 vidéos qui sont mises en avant. Donc si on fait plein de vidéos, elles vont juste se succéder les unes aux autres et on n'arrivera plus à les mettre tellement en avant. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir plusieurs canaux de diffusion. C'est pour ça qu'on tente. Si ça ne marche pas, on abandonnera, mais on tente quand même d'avoir plusieurs canaux. Donc on a fait une histoire du Spiel et puis l'après-midi, on s'est reconnecté pour commenter. Et vous avez été assez nombreux à regarder avec nous, donc c'était plutôt cool comme initiative. Vous pouvez toujours revoir ça si ça vous amuse de vous remettre dans les conditions du direct. On enchaîne avec le prix, toujours, sur il y a plein de prix cette semaine encore. Alors, l'Educaflip, c'est cet événement qui a lieu lors du festival de Parthenay et dans lequel des jeux éducatifs sont mis à l'honneur. Alors, il y a tout un système pour pouvoir s'inscrire. Ce sont les éditeurs qui démarchent, en fait, l'Educaflip, qui envoient un dossier, qui rédigent un dossier en mettant en avant toutes les qualités intrinsèques de leur jeu dans le domaine éducatif. Ensuite, il y a un jury spécialisé sur le jeu enfant qui se réunit et qui sélectionne une série de jeux. Voici les 10 jeux qui sont sélectionnés cette fois-ci. Il y a toujours un peu des surprises parce qu'on se demande mais pourquoi sur certains jeux, et puis d'autres sur d'autres on se dit ah c'est cool. Souvent Aline elle est concernée à ce moment-là parce que les éditeurs lui demandent un petit coup de main pour rédiger parfois le petit dossier à envoyer à l'Educaflip, trouver les bons arguments. Donc elle a travaillé sur certains d'entre eux et donc elle est toute contente, elle suit cette sélection avec beaucoup d'intérêt en se disant est-ce que les jeux sur lesquels j'ai bossé un peu pour trouver les arguments, pour mettre en avant les arguments plus exactement, sont sélectionnés. Des fois, je l'entends rouspéter, il ne faut pas le dire trop fort. Comme tout le monde, comme vous tous. Voilà les jeux qui sont sélectionnés. On a donc Sans Limite. Je ne connais pas celui-ci. Ouais, moi non plus. On a Animaux, le jeu de Bruno Feduti, qui est chez Spesco. Oui, parce qu'on précise, ce n'est pas des jeux éducatifs, c'est des jeux qui ont des vertus éducatives et des vertus pédagogiques, mais ce n'est pas des jeux fait pour, à la base, forcément éducatif uniquement, on le voit avec un jeu. Il n'y a même pas de jeu éducatif, on peut en parler. C'est des jeux simplement qui peuvent être utilisés dans un cadre éducatif et dans certains métiers de l'éducation. Animaux, le jeu d'Ania Vrai 2, pardon pour la mal prononcée, Bruno Feduti. Le bonhomme de paille, chez Spesco également, Wilfried et Marie Fort. Cocoons, le jeu de Banquise Édition, qui est un jeu familial à la base et qui se retrouve, très très jolie édition. Toujours Wilfried et Marie Fort, mais Julien Griffon également, puisque on retrouve 3 auteurs sur ce jeu magnifique qu'on a beaucoup mis en avant et auquel on croit beaucoup ici chez Armande de Jeu. 10 codes, et c'est le cas aussi en fait d'autres jeux, je ne vais pas dire ça à chaque fois parce qu'après je fais ma propre sélection. 10 codes de MG Games, cette phrase n'avait aucun sens, celle que je viens de prononcer. J'avais envie de dire que c'est le cas aussi d'Animaux, que j'aime beaucoup. Autant le dire clairement. MG Games, donc celui-ci je n'y ai pas joué, moi je l'ai vu passer mais je n'y ai pas joué particulièrement. Forest First, chez Kiwizu, devinez de qui? Wilfried et Marie Fort, 3e sélection pour eux. Ils sont forts. Il en vue Moussaillon, c'est chez Gigamic. Cette fois-ci, je ne vais pas lire l'auteur, pardon. Gérard Riba. Voilà. Django chez Cocktail Games, un jeu de, je ne peux pas le dire non plus. De Toshiki Arao. Arao, je te fais confiance là-dessus. Mimose, et je suis vraiment loin de mon écran, c'est écrit un tout petit peu petit quand même. Oui, de Thomas Dagenel Espérance, Mimose et Sam, qui serait moi mon favori. Beaucoup de cœur. Ouais, j'ai vraiment adoré Mimose et Sam. Chez le Comus, et enfin Polynimo de Jonathan Favre-Godal et Corentin Lebras. Et Corentin Lebras, c'est chez Loki. Voilà pour les 10 jeux qui sont sélectionnés pour l'Educaflip 2025 et les résultats seront donnés un peu plus tard pendant l'événement.
On est curieux de savoir qui va l'emporter. Il y a d'autres catégories. Il y a ce fameux Educaflip dont on a les annonces un petit peu en avant. Et puis, il y a tout des prix aussi qui sont accordés. Mais je crois que c'est peut-être le prix dont on parle le plus parce qu'il est différent des autres. Il y a des prix généraux sur les jeux de société. Il y en a beaucoup. Et forcément, le Spiel et l'As d'Or dominent un peu. Les autres sont nécessairement un peu plus anecdotiques. Il y en a énormément. Je dis ça sans jugement du tout. On va encore parler d'un autre prix, un autre genre de prix juste après. Donc, on n'arrête pas, quoi. Le 20e anniversaire des Aventuriers du Rail, on vous a mis un petit quand même laïus dessus parce que vous avez l'occasion de revoir la finale du tournoi des 20 ans qui est disponible sur notre chaîne. C'était ce week-end, c'était à Paris et on a envie de saluer aussi l'initiative de l'éditeur qui essaye de faire des choses en grand. Ouais, c'était vraiment super. Nous, on a regardé ça en se disant mais quelle est la rentabilité de ce genre d'opération? Et puis très vite, on oublie ce genre de choses parce qu'effectivement, il ne peut pas y avoir de rentabilité. On l'a bien compris que sur des événements comme ça, dans lesquels ils réservent entièrement un restaurant, ils reçoivent des joueurs du monde entier en leur payant le trajet, en leur offrant une journée de visite que tu as pu faire toi aussi, je crois, la visite de Paris. Oui, c'était super. J'ai dû repartir. Moi, je suis déçu. Je suis juste venu bosser. J'ai pris un bateau-mouche. J'avais jamais pris un bateau-mouche à Paris alors que je suis parisienne. J'ai pu prendre un bateau-mouche avec l'équipe de Dice Tower et de Board Game Geek. Pour moi, c'était fête. Une grande journée. Et donc, il y avait la finale qui était diffusée. C'était assez chouette. On a eu l'occasion de commenter ça. C'est un petit défi technique pour nous aussi parce qu'il fallait pouvoir s'installer dans un temps record pour pouvoir vous diffuser. Mais moi, je suis assez convaincu de ce que ça donne en termes de résultats. Évidemment, la question des finances est toujours importante pour l'éditeur qui organise ce genre de choses. Mais voilà, ils ont vu les choses en grand. Ils ont aussi un jeu qui le permet. Clairement, il y a une partie des bénéfices des Aventuriers du Rail qui leur permet de faire de la communication pour continuer à faire parler du jeu. Donc là-dessus, le calcul n'est pas absurde, bien entendu, mais on a envie de rêver de voir des événements, en tout cas des éditeurs qui croient à leur jeu et qui créent, leurs jeux qui ont déjà du succès, bien entendu, qui au-delà de la période de sortie, parce que c'est ce qu'on vit en permanence, on voit des jeux qui sont mis en avant au moment de leur sortie, mais très peu parfois après. C'était chouette. Moi, j'ai trouvé ça chouette. J'aime bien le commentaire. Elle a failli être courte, la finale. Oui, il s'est passé des rebondissements de dingue dans cette finale. Franchement, ça vaut le coup à regarder parce qu'on apprend beaucoup de choses sur. C'est ce genre de jeu très familial où on a l'impression qu'il y a une grande part de hasard. On a l'impression qu'on peut pas avoir de stratégie. En fait, il y en a énormément. C'est ce genre de parties filmées par des gens qui. Il faut savoir que en moyenne, ils avaient joué entre 3000 et 8000 fois parmi les joueurs. Donc vraiment, c'est des joueurs pros. Les regarder jouer, ça donne envie de rejouer aux Aventuriers du Rail en changeant complètement de façon de jouer. Et c'était assez génial à regarder. J'avoue que moi, je suis moins un client des jeux qu'on a tellement poncés, comme on dit, qu'on a des automatismes. J'aime bien, moi, la longue phase de découverte, c'est-à-dire la phase de découverte, d'accord, mais aussi les 10 parties qui suivent dans lesquelles on continue jusqu'à avoir trouvé des automatismes. À partir du moment où on a les automatismes, c'est pour ça que j'aime bien le jeu de société, c'est qu'on peut rebondir sur un autre jeu en permanence. On se retrouve dans une situation un peu plus sportive. En tant que joueur, je suis curieux de voir comment certains se débrouillent, mais en tant que joueur, j'aime bien changer. J'aime bien redécouvrir, réapprendre. Est-ce que la découverte, est-ce que les premières fois, est-ce que le monde de jeu n'autorise pas une multitude de premières fois? C'était vraiment très, très chouette à faire. Je tiens à dire que ton setup, pour en avoir parlé avec eux après le lendemain, le setup d'un monde de jeu improvisé dans cet espace réduit a beaucoup impressionné les Américains. Parce que c'était aussi ça, le côté un peu exceptionnel de l'événement, c'est qu'il y avait réuni en reporter de cet événement, il y avait, le Passe-Temps, il y avait Marie, il y avait nous, il y avait Dice Tower, il y avait Board Game Geek, des Américains et des Français. C'était un peu symbolique parce que c'est un jeu dont le premier plateau se passe aux États-Unis. Et donc, voilà, c'était vraiment un événement vu avec ambition, avec l'envie de faire quelque chose d'un peu exceptionnel. Et je crois qu'effectivement, c'est pas rentable, mais l'idée, c'était aussi d'offrir quelque chose d'exceptionnel à ces participants qui se sentent dans une situation où, quand même, ils sont arrivés jusque-là et il y avait un vrai lot à gagner et un vrai événement autour. Et c'est ça aussi qui fait vivre le jeu de société, c'est de montrer que c'est fédérateur. Merci sur le chat, on dit merci à Guillaume pour nous avoir aidé à installer tout ce matériel, à avoir mis en place le setup avec nous. Effectivement, on était 3 et c'est difficile de faire à moins nombreux. On était 4 avec toi, Pénélope, Aline, Guillaume et toi pour pouvoir gérer toute cette organisation. Donc c'était un peu complexe quand même malgré tout, mais il fallait qu'on soit suffisamment nombreux. Et je pense que la semaine prochaine, on aura la possibilité de vous montrer
peut-être si ça sort tout de suite, je ne sais pas combien de temps ça va leur prendre, mais ils ont tous tourné des reportages. Oui, voilà, donc peut-être on aura un florilège des meilleures vidéos à vous présenter, reportages et feedback. On a parlé d'Asmodée, je te propose de continuer avec Asmodée. Tout à fait. Puisque ils ont publié, merci aussi de Ludovox, parce que moi je ne l'avais pas vu passer, Ludovox avait tout un article dessus, à chaque fois citons les sources et les journalistes qui travaillent pour mettre en avant toutes ces informations-là, ça aide aussi, et forcément on pioche à droite à gauche. Ils ont publié les résultats de leur année écoulée. Alors je me suis plongé dans le document en anglais, qui est assez rébarbatif quand même, ce qu'on va en ressentir. Deux choses. Déjà, d'une part, c'est que forcément, il y a un peu de communication dans le document. Les jeux qui sont cités comme ceux qui ont porté Asmodée, je me pose des questions des fois parce que j'ai vu je me dis, est-ce que c'est une intention c'est pour citer des jeux ou est-ce que c'est vraiment eux qui portent? Je vois Happy Mochi cité, il vient juste de sortir et ce petit jeu, ça doit marcher, mais ça porte pas Asmodée. Oui, je trouve ça très très étonnant aussi. Quand, à la limite, le jeu Lego Monkey Palace, je peux me dire, ça s'est vendu au niveau du grand public pour le côté Lego. Au niveau du grand public, ça a dû marcher. Moi, je m'en rends pas compte. En fait, on n'est quand même pas du tout. Nous, on s'adresse pas à un certain type d'acheteurs qui vont acheter des jeux juste parce que il y a du Lego dedans. C'est pas notre cible. Donc, je me sens moins en contact. Par contre, Happy Mochi, j'ai quand même l'impression que j'ai pas l'impression que ce soit le jeu le plus mis en avant. Il est très apprécié. Moi, j'en entends beaucoup parler avec un intérêt aussi. Donc, succès. Mais je vous dis ça parce que là-dessus, sur les jeux, on peut avoir une certaine expertise. Sur les chiffres, on ne l'a pas. Donc, nous, on voulait essayer de bêtement reproduisant ce qui est écrit dans le document, mais on n'a pas le recul que des financiers auront en disant, oui, mais là, c'est normal. Si tu veux, ils jouent sur les chiffres ou ils préparent. L'année dernière, ils préparaient une entrée en bourse sur le marché suédois. Donc, il y avait ces questions-là. Et parfois, on sait que les financiers s'arrangent pour décaler des achats, décaler des pertes. C'est possible de le faire d'une année sur l'autre. Même sur un monde de jeu, mon comptable le fait. S'il dit non, mais là, cette année, on va essayer d'être en négatif parce que on est encore dans les années d'installation de la chaîne, on a des situations, des aides financières ou des genres de choses. Donc, forcément, on vous cite les chiffres, on n'a pas la capacité de les analyser. Non. Donc, entre avril 2024 et mars 2025, les résultats sont en hausse globale de 6,3%, 16,3% pour les jeux des studios Asmodée qui ont l'air de bien fonctionner, 4,3% pour les jeux des partenaires, parce que chez Asmodée, il y a beaucoup de partenaires également. Voilà, la boîte est confiante, elle se félicite des résultats. Ça, je confirme qu'effectivement, quand on parle au studio Lab4Games, j'ai l'impression que les ventes se passent plutôt bien. De leur côté. Ça, c'est la seule chose sur laquelle je crois que j'ai un peu des infos. Il y a des déceptions sur certains jeux, ça arrive, mais effectivement, dans l'ensemble, ils se débrouillent plutôt pas mal. Et la grande question qu'on se pose aussi, c'est les inquiétudes liées aux frais de douane. On en a toutes les semaines. Donc là, je vous ai pas relayé toutes les dernières nouvelles qu'on a sur les frais de douane, les changements de la politique entre les États-Unis, la Chine, les autres pays, l'Europe et tout ça, parce qu'on s'y perd. Et vous savez très bien que d'un jour sur l'autre, la situation va changer. On est toujours dans une période d'instabilité, donc on va pas faire de news là-dessus aujourd'hui. Mais par contre, Asmodée informe dans ce compte-rendu que seulement 17% de leur chiffre d'affaires est concerné par le marché US, donc ils sont vigilants par rapport à ça, mais qu'ils ont essayé de se protéger au maximum des répercussions de cette guerre commerciale qui a lieu actuellement. Voilà, vous avez accès au document, vous pouvez le lire vous-même. On vous a mis le lien sur le site unmondedejeux.fr. Ailleurs sur le web, un petit coucou à Univers Board Game. Mais oui, qui a quand même... oui, voilà, il a fait il a eu un projet et qu'il a mis en place, je trouve assez fou et assez génial parce que c'est le genre de choses qui fait qui fait envie de l'extérieur, je trouve, comme initiative. Il est parti au Maroc avec comme but de créer aider à la création d'une mini ludothèque au Maroc, un centre pour enfants autistes et former des éducatrices aux jeux de société. Moi, je trouve ça fabuleux. Donc, il a filmé tout ça. Il est parti, en plus, je crois, avec des élèves. Je ne sais plus s'il est parti avec des élèves ou si c'est des élèves qui étaient sur place. Mais je crois que il est parti pas tout seul. Ça sera mis en place dès septembre avec un groupe de 10 élèves de 16-18 ans et ils sont en train de mettre tout ça en place. Forcément, il a pris ses caméras, il a filmé, il va faire un documentaire, donc il nous a mis une quinzaine de secondes, on va pouvoir voir, vous voyez quelques photos, vous pouvez aller sur notre site, vous pouvez les regarder. Il y a plein de choses dans le jeu de société. Naturellement, on s'intéresse au marché du jeu, aux jeux qui sortent en boutique, mais au-delà, il y a des initiatives comme ça. C'est pas la première que je vois avec des voyages et puis des personnes qui vont s'intéresser aussi à ce qui se passe ailleurs.
d'ailleurs, et on le dit de temps en temps, pas suffisamment, mais on a rarement l'occasion de parler du continent africain aussi, alors que c'est un enjeu, moi je pense. Il y a d'autres enjeux, mais c'est l'un des enjeux dans la mondialisation du jeu de société qui est intéressant en lui-même. Regarde, on a quelques petits extraits, je vous montre ça, je coupe le son, mais je vous montre. Mais en tout cas, bravo à lui. Je vois qu'il est dans le chat, donc on te redit bravo en direct, le H. C'est vraiment super ce que tu fais. Moi, j'ai hâte de voir le documentaire. J'ai hâte de voir tout ce qui se passe tout autour de ça. Franchement, bravo, tout simplement. Il n'y a pas grand-chose à en dire de plus, mais donc vous pouvez suivre ses aventures. Sens en juin sur YouTube. On y sera et on relayera la mise en ligne de ce documentaire dans cette fameuse rubrique ailleurs sur le web, parce que ça se passe ailleurs sur le web. Tiens, j'ai pas mis le jingle. Tu m'en veux pas? Non, je t'en veux pas. Tu peux le mettre maintenant, mais du coup, c'est un peu bizarre. Mais on le félicite et bien sûr, allez suivre la chaîne YouTube de Univers Board Games et ses réseaux pour pouvoir voir le documentaire une fois qu'il sera réalisé et suivre ses aventures. Et comme on dit un peu les choses dans le désordre, effectivement, c'est avec ses élèves, parce qu'il est éducateur, Hamza. C'est ça, c'est bien ce qui me semble. Oui, bien sûr. Il est éducateur en Belgique. Voilà, j'espère qu'il repassera au chalet, qu'on a eu l'occasion de reparler de tout ça. On a hâte de le recevoir et puis de continuer. Il était venu l'année dernière et c'était vraiment très chouette. Et un joueur fou avec beaucoup d'énergie qu'on apprécie énormément. Il a des goûts des fois relatifs. Non, je rigole, je plaisante. Il sait que je me moque de lui. Encore un prix, un genre de prix. On en avait parlé au moment où les nommés avaient été officialisés sur le site de Board Game Geek. Alors les Board Game Geek Awards les résultats ont été publiés et il s'agit du vote. Alors c'est là que c'est un prix qui est assez exceptionnel à ce niveau-là, puisque c'est le vote du public, le vote des utilisateurs de Board Game Geek. Alors il faut remplir 2-3 conditions pour pouvoir le faire, mais en gros c'est pour les utilisateurs réguliers de Board Game Geek. Et donc il y a énormément de catégories. Je n'ai pas remis tous les nommés, mais j'ai juste résumé avec le gagnant de chaque catégorie. Ouais. Alors on voit qu'il y a des jeux qui reviennent plusieurs fois. C'est le moment de juger. C'est loin, c'est aux États-Unis. Ils vont pas prendre en compte. Tu n'as aucune relation avec Board Game Geek. Non, mais alors vraiment pour le problème, ils vont pas t'en vouloir. Non, mais là pour le coup. T'es en émission avec eux. C'est vendredi, c'est ça que c'est diffusé le podcast que tu as fait. Oui, mais je vais en parler dans 2 secondes. je suis trop contente. Mais en fait c'est le. Là, ce que je trouve intéressant, c'est que justement, on est sur du vote du public et du coup, les résultats, ils sont plus attendus de mon point de vue, même si on peut se dire les Américains, ils aiment aussi, parce que c'est beaucoup les Américains, bien sûr, c'est beaucoup les anglophones. Plus attendus dans le sens plus convenu, tu veux dire, c'est ça? Oui, c'est ceux qui ont le plus de votes, et donc c'est des jeux qui ont qui vont déjà être parmi les plus joués aussi, ça aide, hein, voilà. Mais on voit en party game Flip 7 qui cartonne en ce moment, bien sûr c'est lui. Harmony, Castle Combo et SETI ont été des jeux qui ont été plébiscités par le public, vraiment très fort, et on les retrouve gagnants des 3 catégories reines, Light, Medium et Heavy Gotti. Oui, je te laisse faire. Faisons la liste. Jeu pour 2 joueurs, duel en terre du milieu, Antoine Beza, Bruno Catala, tu valides? J'adore, je valide, moi, bien sûr. Non, Artwork présentation, Earth, tu valides pas? C'est Unconscious Mind. Middle Earth, c'est la fin de. Il faut. Okay. Alors il faudrait. Ça va être chaud. Oui, parce que sinon, Cooperative Game, Unconscious Mind, ça marchait pas du tout. D'accord, sur ils ma sont pas fenêtre, alignés. Ça marche. C'est juste que sur ta fenêtre, ça doit être un peu. Faut peut-être resserrer. Donc, alors attention. Artwork présentation Unconscious Mind avec ce mélange de 2 dessinateurs en couverture, c'est vrai que c'est plutôt chouette. Cooperative Game. J'adore. Le jeu de l'anneau. La communauté de l'anneau, le jeu de cartes. Bien sûr. Ouais, super. Moi, je suis d'accord. L'extension Arx, moi j'ai pas joué à Arx, donc je peux pas dire que l'extension est super, mais en tout cas c'est à la fois l'extension et le jeu innovant, puisqu'on voit ensuite Light, le jeu de l'année, mais en version Light, c'est Castle Combo, donc Château Combo. En Medium, là il y en a plein qui vont être contents, parce que Château Combo, il a été absent selon les gens, selon le public, c'est par exemple du Spiel, il y a eu beaucoup de réactions là-dessus. Bon, voilà, il est dans le Board Game Geek Award. Oui, il mérite des récompenses. Est-ce qu'il mérite tous les jeux ne méritent pas un prix, aussi. Il faut retomber sur terre. Il y a un succès public et une efficacité que moi je trouve remarquable. C'est vraiment la différence entre un prix du public et un prix de jury.
Moi, j'aime beaucoup les jeux de Grégory Grard. Je me rends compte à chaque fois. Là, je viens de m'acheter. On est passé en boutique et je me suis acheté l'extension de Darwin. C'est un jeu, quand j'y ai joué, je me suis dit, ouais, bon, ça n'invente rien. Et puis, comme je me suis rendu compte qu'on y a joué beaucoup toute l'année avec pas mal de monde en se disant, c'est un petit jeu sympa, bah si, c'est un excellent jeu. Et le fait de l'acheter, tu sais, des fois, tu achètes des jeux qui sont un peu exigeants où tu te dis, waouh, ça, j'ai vraiment envie d'avoir un avis dessus. Puis tu mets des mois à le sortir parce que l'occasion se présente pas. Il y a une sorte de lassitude aussi à travailler des choses complexes qui se jouent avec un public limité. Cette extension de Darwin, comment ça s'appelle, les voyages de Darwin? Non, je ne sais plus le titre précis. À la recherche de Darwin? Non, je ne sais plus. À la recherche du Darwin perdu. Et ben là, je sais qu'on va y jouer très vite parce que c'est simple et c'est cette force qu'il a. Grégory Grard, il n'est pas tout seul évidemment sur Château Combo, mais c'est le point commun entre quelques-uns de ces jeux qui sont très très chouettes. Si tu veux actualiser la page, peut-être ça marchera mieux là. J'ai fait un petit truc. Faisons voir. Je ne sais pas si ça marche juste d'actualiser. Ah bah, ouais. Pour réaligner, parce que je vois que ça rigole sur les... Qu'est-ce que tu as fait? Je ne sais pas, mais tu es magicienne. Bah non, j'ai juste décalé vers la gauche, donc ça a tout réaligné. Voilà. Ok. Harmony, donc dans les moyens, SETI dans les plus lourds, les jeux experts, Party Game, Flip 7, Print and Play, une extension pour 52 rooms. Oui. Ouais, enfin, je sais pas, un jeu. C'est un jeu qui a rien à voir, je crois, avec. Voilà, je le connais pas celui-là. Solo Game, Slay the Spire, j'entends tout sur Slay the Spire. Parfois on me dit c'est nul, parfois on me dit c'est bien. Bah, il est bien, mais la règle, elle est terrible. Le livret de règles, il est catastrophique au niveau éditorial. Pardon, hein, je me permets, mais il y a beaucoup d'erreurs dedans et c'est très très pénible. Solo Game, Slay the Spire, on a déjà dit. Thematic Game, SETI, Wargame, Arx. Troisième fruit pour Arx, est-ce qu'il avait besoin d'avoir 3 puits, je ne sais pas. Le meilleur podcast, Beyond Solitaire. Et la meilleure application Dune Imperium. C'est intéressant parce qu'ils ont un nombre de catégories. Mais là, voilà, on a des résultats de vote du public. Donc ça existe pour ceux qui s'intéressent toujours à savoir quel serait un prix si c'était un vote du public. Il y en a un. Le Board Game Geek Award est assez fiable. Et il y a une vidéo qui vous résume tout ça juste en dessous. Et c'est là que je vais faire ma petite auto-promo au passage parce que j'étais beaucoup trop fière. La vidéo est présentée par Candice de Board Game Geek que vous voyez sur l'image. Et en fait, on a pu la rencontrer d'ailleurs à l'occasion du Ticket to Ride. Et on a beaucoup parlé, on a beaucoup ri. Et elle m'a proposé, et j'étais, oh mon Dieu, c'est à moi que ça arrive. Elle m'a proposé d'être l'invitée de l'épisode 69 du Board Game Geek podcast qu'on a enregistré mardi. Donc, mardi soir, j'ai fait une émission de 2h30 en anglais avec Candice qui va être diffusée sur la page de Board Game Geek à première vue. Et c'est pour le Board Game Geek podcast. Donc, voilà, fierté. Je vous relayerai ça quand ça sera. Il y aura la petite vidéo, tout ça pour vous. J'étais très contente. Oui, on a eu l'occasion de la croiser, elle est très très enthousiaste, beaucoup d'énergie, mais même en dehors des podcasts. Hein, c'est vraiment quelqu'un qui a une énergie débordante. On a Drew de Proxy Jeux sur le chat qui nous dit que je ne sais pas si on l'a dans les news, effectivement on ne l'avait pas dans les news, l'organisation du Spiel a annoncé dans son podcast dédié à Essen que le Spiel va s'agrandir, ils ont ouvert le hall 7 aux exposants, et il est déjà complètement réservé, il sera dédié aux éditeurs familiaux, et ça laissera peut-être plus de place pour les billets, puisque l'année dernière, il y a eu un sold out qui est arrivé assez tôt. Merci beaucoup à Drew de Proxy Jeux de nous faire une info oreillette, une breaking news. Ouais, on n'a toujours pas le jingle. Parce qu'il le faut. Ouais, je pense. Tu vois, ce genre de news, c'est quand même breaking news. Oui, c'est vrai. Kickstarter, qu'est-ce qui se passe sur Kickstarter? Eh bien, sur Kickstarter, alors en financement participatif cette semaine, il y a beaucoup plus de choses intéressantes. J'ai pas pu parler de tout, et donc, mais je voulais vraiment mettre en avant Rolling 6 parce que j'ai fait la vidéo dessus hier, donc je le maîtrise parfaitement bien. Et j'ai une affection pour cet éditeur Nuts qui a une ligne éditoriale que j'aime beaucoup, des sélections de jeux avec lesquelles je suis souvent assez raccord. Et là, il propose un jeu de piraterie, pas de roll and ride d'ailleurs, de flip and ride, dans lequel on va explorer les mers et
Et en même temps, on va essayer de se raconter, d'avoir des points de prestige sur la base de l'histoire la plus fabuleuse qu'on ait pu vivre. Donc, chaque chose que nous allons vivre durant notre exploration va nous faire des points sous forme de plume. C'est une plume qui écrit notre histoire, donc l'histoire la plus prestigieuse. Donc, on va traverser des tempêtes, on va rencontrer des monstres, on va devoir les combattre. Alors, le système est relativement simple et plutôt hyper agréable. Avec une idée que j'aime beaucoup, qui est des dés qui donnent une orientation du vent et qui va changer le cours, enfin le prix de nos déplacements. En fait, si on suit le cours du vent, si on suit le sens du vent, ça nous coûtera moins cher de nous déplacer et en points d'action, puisqu'on a un certain nombre de points d'action pour se déplacer. Et si on ne le suit pas, ça coûte plus cher. Et puis, à son tour, eh bien, soit on va se déplacer, soit on va explorer, soit on va interagir au port pour améliorer notre navire, pour lui rajouter des points de déplacement, pour lui rajouter des canons, pour augmenter sa capacité de stockage. Et voilà, on va se promener sur cette map. On aura 2 plateaux, un plateau d'exploration et un plateau qu'on voit qui est notre vaisseau pour le gérer. Et puis quand les 25 tours de jeu, c'est-à-dire qu'on retourne 25 cartes, se sont écoulées, on regarde qui a fait la plus belle histoire et qui a affronté le plus de péripéties, et ça sera le gagnant. Et j'ai trouvé ça très agréable, vraiment très agréable, c'est joliment illustré. Ils étaient venus le présenter à Cannes, c'était le dernier invité qu'on avait eu dans les émissions. On était épuisés à l'époque, on avait beaucoup ri avec Damien, on avait une crise de fou rire sur ce jeu. Sachez qu'il y a eu beaucoup d'améliorations au niveau de l'ergonomie et qu'il va y avoir encore des améliorations par rapport à la version qu'on a jouée, des petites retouches. Donc voilà, un jeu de Georges Yaros illustré par Lise Fletty, c'est pour 2 à 4 joueurs des parties de 30 minutes et c'est 35 € le alors là, le chiffre n'est pas bon. Ne regardez pas mon chiffre. Je crois que le pledge de base doit être à 22 €. C'est pas cher, le jeu de base. Donc, le chiffre que j'ai mis là n'est pas bon. Faut aller voir peut-être effectivement sur le projet où tu es allé. Mais je suis dessus. Parce que 85 € le all-in, ça va pas du tout. J'efface tout ça. C'est beaucoup moins cher que ça. 22 €, on nous confirme dans le chat. Voilà, 22 € pour le jeu de base. Et c'est vraiment très agréable. Tous les plateaux sont enfin, c'est je sais plus comment on appelle ça, du plateau plastique, quoi. C'est du plateau réutilisable, une surface réutilisable. Plastifié. Voilà, merci. Voilà pour ce jeu qui est disponible, et c'est chouette que tu aies pu faire une vidéo, vraiment. Je sais pas, je te demande pas si tu as été financé pour ça, mais je pense que je te le demandais pas, mais je pense que ça aurait dû, en fait, parce que ce genre on a besoin, en réalité, moi j'ai besoin de voir des personnes jouer à ce genre de jeu. Je dis pas à Note qu'il aurait dû te financer, c'était pas ça, mais je pense que les éditeurs de manière générale, ils ont besoin d'avoir des vidéos de ce type-là, et que ça a de la valeur. Je pense, alors je veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'ils me l'ont proposé, et je pense que j'ai refusé. Non, mais je précise, parce que je pense qu'il y a eu d'autres vidéos financées, et moi c'est juste que je leur ai dit, moi je vais faire une critique, donc soit ça vous plaira et vous la relayerez et c'est super, soit ça vous plaira pas, vous la relayerez pas, mais si vous me confiez une boîte, je ferai une critique, je ferai mon format naturel. Ils ont joué le jeu, j'ai trouvé ça chouette, c'est pour ça je vous dis, c'est un éditeur avec lequel j'aime beaucoup travailler. Donc, je fais gaffe à ce que je dis, parce que vous avez l'impression que je prends des précautions, pas du tout. En fait, je fais juste attention à ce que on n'ait pas l'impression que je suis en train de faire un coup de gueule. Je suis pas du tout en train de faire un coup de gueule. Simplement, quand il y a des financements participatifs de ce type-là, j'aime bien, moi, voir des personnes qui y jouent de manière naturelle. C'est-à-dire, ils s'installent à la table, ils ont lu les règles, ils se lancent une partie, on voit ce qu'ils en pensent. Et il y a parfois, et souvent, des financements participatifs où vous avez que des vidéos qui sont d'un point de vue un petit peu commercial et qui ressemblent à des publicités. Et c'est ce genre de vidéos, moi, que je veux voir, mais pas forcément faites par Pénélope. Il y a d'autres acteurs aussi. Il y a tout le monde qui peut participer à ce genre de choses. Et très souvent, je sais pas quoi penser des jeux, parce que cette approche-là, qui est celle de la partie, elle m'est nécessaire. Pour savoir si je suis un jeu, je veux voir des gens jouer, tout simplement. J'ai envie de me poser à côté de la table. On a quand même des acteurs qui permettent de le faire. Et il y a quelques vidéos. Il y a eu Lise Fight, j'ai l'impression que Etugame. Oui, mais est-ce que c'est des parties? C'est ça que je veux dire. Des acteurs qui font des vidéos, ça, il y en a toujours, et souvent des Américains. Mais est-ce que c'est des gens qui jouent simplement au jeu? Je m'en fiche, moi, de voir quelqu'un me faire la liste de tous les argumentaires pour mettre en avant un jeu. Ouais, je comprends. C'est déjà marqué dans le texte, en fait. Que ça soit animé, ça va pas me changer grand-chose.
Eh ben, moi, je crois que c'était ça que, oui, je leur avais proposé de faire la partie. Ouais, donc, alors, il y en a peut-être d'autres, hein, j'en sais rien, mais on peut aller voir sur la page, je sais même pas où il faut aller voir. Non, non. Je sais même pas où. Non, non, mais oui. Quoi. Waouh. C'est tout à fait moi, on me reconnaît C'est tout complètement. à fait toi, c'est vraiment, c'était quand je t'ai entendu dire vas-y quoi, je me suis dit waouh, c'est Martin, ça c'est bien, c'est bien notre Martin. Bon, du how to play, on en fait nous aussi, hein, de temps en temps ce genre de vidéo, c'est utile toujours d'avoir les règles. Ce que j'en ai pensé quand c'est financé, ouais. Je trouve que le plus utile c'est les parties. Ah, il y a du Etu Game aussi, ok. Le how to play est toujours utile, hein. La règle c'est toujours chouette. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Et c'est pas forcément la Donc Etu Game l'a fait en version française. Voilà. Aucun jugement de ma part, simplement je vous dis le plaisir que j'ai parfois à retrouver des parties pour pouvoir découvrir un jeu, enfin le besoin que j'ai, et après j'interdis personne de faire d'autres types de formats. On a peut-être chacun des avis différents là-dessus. Coexiste. Ouais, Coexiste, c'est... Alors moi, c'est un jeu qui me fait très envie. J'ai un peu honte parce que je voulais vraiment m'attarder sur les règles précisément pour pouvoir les résumer aussi bien que je viens de vous faire Running Seas. Honte. Mais je ne l'ai pas fait. Mais c'est un jeu qui me fait très envie, qui est le prochain jeu Matago. Il me fait très envie aussi à cause de son artwork, qui est le travail d'un artiste qui s'appelle Eimo et qui est en fait un artiste graffeur, si je dis pas de bêtises, et donc qui se sont moi j'aime bien quand on mélange les styles et les pratiques, aller chercher un graffeur de rue, un street artiste pour faire une boîte de jeux de société, je trouve ça intéressant. Et donc et le résultat, je le trouve très réussi. Visuellement, c'est un jeu qui me donne envie d'y jouer, alors qu'on est quand même sur un jeu autour de la nature et de la gestion des écosystèmes, etc., qu'on a déjà vu 100 fois. Mais le fait d'avoir une patte graphique très singulière, pour moi, le démarque en fait. C'est vraiment c'est ce que j'essaye de dire quand je dis que des fois le travail artistique anthropomorphe un peu lisse qu'on a vu 500 fois, ça peut jouer contre le jeu parce que on a besoin de sentir des fois que le jeu auquel on va jouer est unique, même si on a des choses qui nous sont familières. Donc dans ce jeu, on va choisir une ONG qui va avoir son plateau personnel et en fait, on va drafter des cartes de soigneurs ou d'animaux sur le plateau central et on va les accueillir sur notre plateau et on va essayer de répondre aux besoins des animaux qui sont sur notre plateau central. En gros, on va avoir des cartes avec des objectifs et des objectifs à atteindre. On peut accueillir qu'un certain nombre limité d'animaux sur un plateau et le but du jeu, c'est de les relâcher dans la nature. Et quand on les relâche dans la nature, je crois qu'ils nous donnent des effets. Voilà, donc ça, c'est vraiment un aperçu très succinct de ce que le jeu va être. Mais il me fait envie. J'ai l'impression que c'est une mécanique qui est assez essentielle, assez pure, avec un beau visuel. Donc, on verra ce que ça donne. Je regarde donc là que 2 vidéos. Oui. Ou alors peut-être il y en a plus bas. Donc une de ces jeux en carton, c'est ça ? Ouais. Qui dit qu'il trouve le gameplay vraiment réussi. D'accord. Mais après... Donc ça, c'est nécessairement pas une vidéo financée s'il donne son avis dessus. Et puis un preview. Alors ça, je vais aller voir. Sans doute que c'est pas financé. Par contre, sachez-le... s'il donne son avis, ça peut pas être financé, c'est pas possible. Enfin, non, lui, je sais pas, mais il y a des contenus, des fois, il y a des avis c'est des vidéos financées, faut pas partir. Moi, je vérifie toujours à ce niveau-là, parce que après, l'avis peut être sincère, hein, mais il y a des vidéos de. Je crois que c'est Dice Tower. Tu peux pas croire un avis. Dice Tower fait ça vraiment, ils se font financer leurs avis. Ah, je crois qu'il y en a où j'ai. Comment tu peux croire quelqu'un qui dit j'ai adoré ce jeu. Mon Dieu. Écoute, les vidéos C'est la vie du passe-temps étaient financées. Les vidéos C'est la vie du passe-temps, ils étaient financés. Donc ça peut arriver. Mais après, si c'est transparent, si les gens, moi, c'est pas une question d'être transparent ou pas. C'est comment tu peux croire. Je suis d'accord. Quelqu'un qui est payé pour donner son avis. Moi, je ne crois pas. Ça change son avis, quand même. Je suis d'accord. Mais juste, c'est pour ça que nous, on a beaucoup de vidéos financées, mais on ne donne pas nos avis dedans. Oui, tout à fait. Mais je suis en train d'aller... C'était pas un coup de gueule. Là, écoute, sur la vidéo, il y a juste écrit prototype
fourni par l'éditeur, mais il n'y a pas écrit que c'est une vidéo financée. Donc, je confirme, la vidéo de Jeux en carton est une vidéo qui n'est pas financée. Voilà. Non, mais je prenais juste le temps d'aller vérifier parce que des fois, c'est pas le cas. Donc, voilà. Et donc, c'est cool. On passe sur Steam avec Barrage qui arrive sur Steam. Donc, Steam, c'est la plateforme plutôt jeux vidéo à la base, mais on a quand même quelques jeux. Alors, c'est très différent de ce qu'on trouve sur BGA. On va vous en parler juste après de ce qu'il y a sur BGA. C'est très différent dans l'interface. C'est une interface qui est un peu plus lourde. Quand tu fais un jeu sur Steam, en général, tu fais pas autre chose en même temps. Tu regardes pas dans une autre fenêtre ton compte mail. Tu regardes pas, tu surfes pas. Tu es concentré sur le jeu. Tu fais que ça. Et du coup, à chaque fois, des interfaces qui sont aussi parfois. Moi, j'avoue, je joue quasiment plus que sur Board Game Arena. Moi aussi, je joue que sur Board Game Arena. Je préfère cette légèreté. Mais par exemple, pour un Gloomhaven, la version Steam est absolument fabuleuse. C'est vrai. Ouais. Et donc, il y a des jeux comme ça où leur adaptation Steam est vraiment géniale. Et je sais qu'il y a des... Moi, je pratique énormément Steam et les jeux en application, des fois, parce que j'aime bien toutes les animations, j'aime bien ce que ça fait vivre autour, même si on ne joue pas contre des vrais joueurs. Mais là, on a aussi la possibilité de jouer, même quand il n'y a personne qui est connecté et qu'il n'y a personne qui veut jouer avec nous. Il y aura toujours une IA dans ces applications Steam ou iOS. Et donc, j'aime bien aussi en avoir. Donc, et puis, bon, c'est toujours assez joli. Donc, on a Barrage qui, en ce moment, est en promo. Je le signale parce que c'est une offre de lancement. Donc, il est à 11 € au lieu de 11,83 € au lieu de 15 balles. Pardon, je me mets à parler comme ça. Voilà. Et l'autre jeu, alors, avec une alors, il a des notes moyennes sur Steam. Je tiens à le dire, je viens de m'en rendre compte. Oui. Donc peut-être que c'est pas si on voit que d'ailleurs l'interface a l'air assez chargée. Par contre, K2, le deuxième jeu a plutôt bonne réputation, a bonne presse au niveau des critiques sur Steam. Et c'est vrai que c'est très joli quand on regarde. C'est très joli ce qu'ils ont fait comme portage. Il y a une espèce de 3 dimensions quand on voit les montagnes, en fait, vraiment, on se promène dedans. Si tu as envie de cliquer sur la page, je trouve ça assez joli ce que ça rend. Alors, Barrage, on ne vous le réexplique pas, hein, bien sûr. Jeu expert plébiscité. K2 est un jeu d'ascension de montagne. Et autant le jeu de société, là, je trouve que le portage en application fonctionne très bien. Oui. Et alors, elle n'est pas disponible en français, mais vraiment, visuellement, ça marche très bien. Des fois, on a la caméra qui avance comme ça vers le sommet. On a un effet de zoom sur la montagne. Et ça lui donne... ça donne ça a de la gueule. Voilà. Donc, ce sont les 2 nouveaux jeux que vous pouvez... Votre jeu de société disponible sur Steam. C'est chouette, hein, Barrage. Barrage. Je suis pas si fan de Barrage, moi. K2, c'est très chouette. Je le trouve très sec, Barrage. M'amuse peu, en réalité, mais c'est un bon jeu, hein. Je suis pas du tout en train de le critiquer, mais K2, j'avais bien aimé à l'époque. Ça fait très longtemps que j'ai pas rejoué. Ouais. Le fait de l'appli, voir elle est pareil, vraiment ça nous super. crée des envies. Elle est vraiment super, l'appli. Elle est vraiment très, très jolie. Et encore une fois, c'est le genre de jeu... sur Board Game Arena, parfois, il y a moins de gens connectés sur ce genre de jeu-là. Donc, vous pouvez avoir envie d'y jouer. Et là, vous aurez toujours un adversaire. Oui. C'est l'avantage. Le problème qu'il peut y avoir sur Board Game Arena, c'est que des fois, il y a des jeux qui surnagent avec beaucoup de joueurs. Oui. Mais ceci dit, je trouve toujours des joueurs à Applejack. Bien sûr. Tu déloges pas de Applejack. Hein. En fait, c'est les... Quand on aime, on ne compte les pas. petits bonbons, en fait. C'est ça. Ouais. On passe justement à Board Game Arena. Jingle, cette fois-ci. Board Game Arena, c'est la plateforme de jeux de société en ligne sur laquelle vous pouvez jouer à des jeux modernes, les jeux dont on vous parle dans nos vidéos, avec des joueurs du monde entier. On n'a pas fait d'émission la semaine dernière, donc il y en a 4 qui ont rejoint la plateforme. On va vous les lister ce matin, comme d'habitude. Le premier, c'est Welcome to the Moon. On avait déjà Welcome to qui était présent et qui était un classique de Board Game Arena. On a la boîte qui avait fait un peu l'unanimité, celle-ci, qui était l'un des gros succès de réédition, parce que finalement, c'est un stand-alone autour de la mécanique de base de Welcome, mais avec différents petits plateaux modulaires qui s'étaient rajoutés, qui étaient vraiment très très chouettes. Là, vous avez la possibilité de jouer à ce classique aussi de Benoît Turpin et Alexis Allard en ligne sur Board Game Arena, à distance. Vraiment, ce genre de jeu à distance, ça marche bien. Bunny Boom, est-ce qu'on a une version française de ce jeu-là ? Je crois pas encore, hein, il me semble. Je crois pas. Ça ne me dit rien du tout. J'ai l'impression qu'on en a parlé rapidement en l'annonçant. Mais je pense que c'est un jeu qui est mis sur BGA en avant-première, typiquement.
Et donc, celui-ci, on doit se débarrasser de ses lapins. Vous pouvez y jouer sur Board Game Arena, le découvrir et peut-être plus tard l'acquérir soit en version originale parce que vous connaissez les règles. Splendor, le soleil ne se couche, je ne sais plus le titre, ne se couche jamais. Le soleil ne se couche jamais. C'est mieux The Sun Never Sets. Hein. On comprend pourquoi ils ont gardé. Non, le soleil ne se couche jamais, on dirait James Bond. Oui, mais c'est un peu long. C'est la deuxième extension de Splendor dans sa nouvelle édition, parce que Splendor a eu le droit à un ravalement de façade, c'est comme ça qu'on dit, assez récemment. Ça marche bien. Et il y avait déjà ces éditions. Pour certains, parce que moi je me suis posé la question, donc je vous donne la réponse, j'ai été la chercher. On se demande, mais c'est quoi ces extensions? Parce qu'il y avait une extension qui avait existé, qui était dans le même format de boîte à l'origine que le Splendor de base. Cette extension avait plusieurs modules à l'intérieur. Dans la réédition, ils ont choisi de rééditer cette extension en 2 boîtes différentes. Donc vous avez 2 modules dans la première boîte et 2 modules dans la seconde boîte qui sort maintenant, mais ce sont bien les mêmes modules que si vous avez déjà acheté précédemment l'extension d'avant. Ce sont les mêmes que vous retrouvez à l'intérieur de cette nouvelle boîte. On n'a pas encore de nouveautés à proprement parler sur Splendor. En tout cas, vous pouvez découvrir cette deuxième boîte également sur Board Game Arena. Vous pouvez y jouer. Et c'est le moment où je me connecte sur Board Game Arena avant de dévoiler le 4e et le dernier jeu. Est-ce que j'ai préparé la page? Ouais, regardez. Quand on se connecte sur Board Game Arena, vous avez cette page. Et sur certains jeux, pas tous, et on incite les éditeurs à le faire, sur certains jeux, vous avez joué directement comme d'habitude, mais vous avez aussi apprendre, vous avez le mode tutoriel, donc vous pouvez cliquer sur apprendre, lancer le tutoriel, et c'est très bien fait en réalité. Vous avez super pratique, ça. Une infobulle, comme dans les jeux vidéo, vous avez la possibilité de découvrir ce que vous allez pouvoir faire, de démarrer votre tutoriel, et aussitôt on vous apprend le fonctionnement du jeu. Par exemple, là on vous dit, apprenez que lors d'un tour, vous pouvez prendre des gemmes, et notamment 3 gemmes différentes, donc là c'est ça. L'adversaire prend des gemmes et c'est à nous de prendre le blanc, le bleu, le rouge. Donc vous pouvez faire le geste que vous allez faire pendant la partie, mais sans avoir un adversaire en face de vous. Hop, j'ai pris mes 3 gemmes, c'est bon, j'ai appris que je pouvais en prendre 3 différentes. On continue et on a la possibilité ensuite de découvrir, si on rajoute à notre éther, on nous explique tout ça. C'est une option qui avait été très souhaitée par les joueurs depuis très très longtemps. Alors ça fait un petit bout de temps maintenant que ça marche, mais pendant longtemps il n'y avait pas ces tutoriels et c'était ce qu'on appréciait sur les applications justement qui avaient souvent des tutoriels. Et donc c'est une énorme amélioration pour BGA et c'est hyper pratique, c'est génial. C'est pas partout, hein. C'est sur certains jeux en particulier, parce qu'il faut que l'éditeur ait fait le souhait aussi de développer. Là, j'apprends que je peux prendre 2 jetons noirs quand il y en a 4 dans un paquet. Voilà. Les quelques règles, elles sont apprises directement, et après, je peux me lancer directement dans la partie contre un adversaire. Et plus tard sur table, parce que forcément, ça nous permet aussi d'apprivoiser le jeu de manière très didactique. Moi, j'aime bien lire les règles, mais là, j'avoue qu'un tutoriel bien fait comme ça, c'est pratique également. Il y a encore un jeu. Le dernier jeu, c'est Les Jardins Suspendus, tout simplement. Il sort cette semaine et il est disponible sur Board Game Arena. On a déjà parlé de l'auteur, puisqu'il s'agit de Grégory Grard et Mathieu Verdier. Grégory Grard qui travaille beaucoup avec des Mathieu. Là, c'est Mathieu Verdier. Je crois que sur Château Combo, c'était Mathieu Roussel, non? C'est ça? Si je ne me trompe pas. Je crois bien. On confond un peu les. Je crois que c'est ça. Et donc vous pouvez y jouer en ligne sur Board Game Arena. Voilà pour les 4 jeux qui ont été disponibles ces 2 dernières semaines. Et on va passer au tour du monde ludique. Jingle. Je sais pas si tu étais en jeu, franchement. Non, je pense que j'étais complètement à côté, mais depuis que j'ai des écouteurs, j'ai plus le son non plus. Donc je comprends plus. Eh bien, on va commencer par la France comme d'habitude et la grosse annonce qui a été faite cette semaine et qui crée des commentaires. Hein, ça a été très commenté. C'est l'arrivée de Seven Wonders Dice chez Repos Productions. Encore une nouvelle variation sur le thème de Seven Wonders. Il y a ceux que ça rend heureux, il y a ceux que ça rend grincheux. Moi, je fais partie des gens que ça rend très heureuse parce que moi, j'adore. Déjà, j'adore cette couverture. C'est bête, mais ça me parle complètement, moi qui aime les thèmes antiques. Et j'aime bien les Roll and Write, et j'aime bien Seven Wonders. Et pourquoi pas, et pourquoi pas, j'ai envie de dire. Moi, de ce que j'en ai vu et de ce qu'on m'a présenté, parce que j'ai eu la chance, et je pense que toi aussi, de voir la boîte un peu en avant-première et qu'on m'explique un peu le principe, j'ai trouvé que ça avait l'air très très chouette et très très beau.
Et du coup, moi, je fais partie des gens très heureux. C'est annoncé pour septembre 2025. On va avoir l'occasion d'en reparler, de vous le montrer. Enfin, bon, bref, ça fait partie des grosses annonces. Et non, c'est pas de l'IA sur la couverture. C'est Agnès Ripoche, voyons. Puis alors, ça se voit pour le coup. Hein. Vraiment. Moi, je suis pas capable de voir ça. En tant que dessinateur, je sais jamais si c'est de l'IA ou pas de l'IA, et à moins qu'on me dise les choses, je mène pas d'enquête. Oh bah non, mais... Non, mais là, non. Là, il y a une illustratrice. En plus, sachez-le, il y a une vraie charte dans les studios Lab4Games, ça fait partie du contrat. Il n'y a pas d'IA dans les jeux illustrés par les studios Lab4Games. Donc, de toute façon, c'est comme ça. Donc, voilà, celui-ci, j'ai eu l'occasion d'y jouer. C'est chouette, un chouette jeu. C'est Wonder Dice. On a hâte de pouvoir y jouer. Donc, ça sera pour septembre. On aura l'occasion de vous en reparler d'ici là, très probablement. Ouais. On continue avec... C'est rigolo, je vois des réactions. Ce n'était donc pas un poisson d'avril. Mais qu'est-ce qui vous arrive? C'était annoncé le jour du 1er avril, je crois. Ah. Druids of Edora, on a pu y jouer? Moi, j'ai pas joué encore. Toi, t'as pu y jouer? Oui. Ah, zut, je te déteste, en fait. Je me rends compte maintenant. Non, alors, il y avait une journée Ravensburger organisée pour les pros et les presses lundi. J'ai pu m'y rendre. J'ai pas pu jouer à tout ce que je voulais jouer, mais j'ai pu jouer à Druids of Edora, qui va donc être le prochain Stefan Feld qui paraît chez Ravensburger en septembre. Enfin, non, c'est plutôt octobre, si j'ai bien compris. Donc, j'ai mis dernier trimestre 2025, comme ça, je prends pas de risque. C'est très, très chouette. Alors, ça a un look un petit peu très rétro. Moi, je trouvais que la couverture, justement, était très belle. Elle donnait une impression de grande thématique. Et quand on regarde le plateau, on se rend compte, et même les plateaux joueurs et tout l'ensemble du jeu, une fois posé sur table, on a l'impression de voir un jeu d'il y a une dizaine, quinzaine d'années. C'est assez rude, assez sec. Mais le gameplay, comme souvent avec Stefan Feld, est quand même hyper agréable. Le jeu n'est pas très, très, très compliqué. C'est un jeu où on va poser ses dés, on va tracer son chemin de druide. En fait, on va avoir son pion de druide, on va se balader dans la forêt. Et à chaque fois qu'on arrive dans un nouveau sanctuaire qui sont ces ronds, on va pouvoir poser un dé de sa couleur et effectuer l'action qui est sur ce sanctuaire. On aura le droit de mettre qu'un seul dé de sa couleur dans chaque sanctuaire. Donc, vous comprenez que en fait, tous les joueurs vont se promener. Il va y avoir une course dans chaque sanctuaire pour avoir les emplacements les plus judicieux et qui permettent de scorer le mieux possible. J'ai fait une très, très chouette partie. J'ai trouvé ça très agréable, hyper fluide. Tu me donnes envie, là, sur un Stefan Feld. J'aime bien. Ces Feld les plus accessibles, en général, c'est ceux que je préfère, moi. Quelques exceptions prêtes. T'as joué à Civolution? Parce que j'ai pas joué, moi, à celui-là, et on m'en a dit beaucoup de bien. Non, j'y ai joué. Non, tu me conseilles pas de l'acheter? Non, mais c'est extrêmement... C'est titanesque, Civolution. Moi, il faut que j'y rejoue, parce que j'ai pas une expérience si géniale que ça. Mais comme tout le monde me dit que c'est super, je suis obligée d'y retourner. Mon devoir est de lui redonner plusieurs chances. Mais j'avoue que, pour moi, les jeux titanesques et extrêmes, comme de ce genre d'acabit, commence à me fatiguer un petit peu, dans le sens où dire que toute ma journée est consacrée à un seul jeu et que ce sera celui-là, et que si à la fin de la journée j'ai pas passé une bonne journée, voilà. Moi, j'aime bien le jeu expert qui reste un jeu que je peux faire rentrer dans maximum 3 heures, règles comprises. Voilà, c'est mon format, c'est mon sweet spot. Et The Druids of Edora, on est vraiment dans cette catégorie-là, même à 4 en fait. Et là, ce qui était agréable, c'était qu'on était 4 joueurs. Un Civolution à 4, c'est infini en fait. On ne sort jamais de la table. Alors que là, alors il paraît que ça joue très bien à 2. C'est ce qu'on m'a dit. C'est la question que j'ai posée directement derrière. Civolution, ça joue bien à 2? Oui. Ah, alors ça m'intéresse peut-être. Tout à fait. Parce que là, du coup, la partie risque d'être plus légère. La grande question de savoir si les règles sont alambiquées ou pas. Mais normalement, Feld, c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. Là, en fait, c'est pareil. Les règles sont pas compliquées. Il y en a quand même pas mal. Enfin, dans les Druids of Edora, il y a quand même beaucoup de petits symboles et beaucoup de petites choses à comprendre et beaucoup de petites tuiles. Mais une fois qu'on rentre dans le gameplay, ça devient d'une fluidité et comme il sait faire. Donc, voilà, on retourne pas dans le livret de règles et le jeu coule de source. Il y a juste à l'explication, vous allez un peu vous dire, mais il y en a de partout. Et en fait, non. Ça, c'est vraiment un bon jeu et je le recommande. Ça sort chez Ravensburger donc, à la fin de l'année. Fait partie des jeux que j'ai hâte de rejouer. Et pendant ce temps, Martin est en train de s'étouffer. J'avais coupé le son, non? Tu l'as entendu quand même? On a entendu le début voilà. Pardon. Ouais, je suis un peu... Alors, si vous m'entendez respirer un peu plus fort que d'habitude, j'ai le nez complètement bouché. Donc, je suis désolé. J'espère que ça s'entend pas trop.
Bug Run. Voilà, officialisation. On avait déjà vu le jeu un petit peu à Cannes. Il avait une table qui était possible de jouer. Là, il y a eu officialisation de la sortie, de la date de sortie. Donc, c'est pour septembre 2025. C'est un jeu du trio Lartinchon, Franck Critin, Sébastien Pochon et Grégoire Larget. C'est cela. Je vérifiais que je ne m'étais pas trompé. Illustré par Felideus Boubastis. Et donc, ça sera édité par Bombix. C'est le nouveau jeu de chez Bombix. On est en fait des insectes, on est prisonnier dans un donjon, mais par des mignons animaux, genre mais méchants. On le voit très bien sur la couverture. Donc l'animal qui est en gros, c'est notre geôlier affreux, l'affreux Jojo. Et nous, on va essayer, en fait, c'est un dungeon crawler. On va essayer de s'échapper. C'est un dungeon escaper, on va dire. On essaye de sortir de ce donjon, de fuir de ce donjon en s'équipant, en réalisant des épreuves et en combattant les créatures qu'on va rencontrer sur notre chemin. Voilà, ça fait partie des jeux que j'aimerais bien jouer. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer. T'as pu y jouer, toi, ou pas du tout? Non, du tout. Je ne l'ai pas vu du tout pour l'instant. Voilà. Et bien voilà, ça c'était le petit tour en France. Tu as vu, j'essaye de rester raisonnable. Partons à l'étranger avec l'annonce de la semaine, faut le dire, c'est-à-dire que c'est le jeu qui est premier en ce moment. Ça, à chaque fois, j'oublie de le dire, mais c'est quand même important. C'est le jeu qui est premier en ce moment dans les hotness de Board Game Geek. C'est le jeu qui fait le plus parler de lui. Faut dire que la couverture est quand même hyper percutante. Moi, j'adore. Je vois déjà ceux qui vont dire c'est moche, mais moi j'aime quand ça sort de l'ordinaire et quand vraiment la couverture me fait me dire waouh, j'ai vraiment envie de savoir ce qu'il y a derrière, quoi. Et c'est le nouveau jeu de l'éditeur Allion. C'est Elger Meissner, Christian Edmundsen, Otsby, qui est-il, Svensson et Anna Wermlund. Oui, je sais, tu fais déjà. Tu te régales parce que c'est les auteurs de Santa Maria, de Revive, de ces jeux qu'on aime beaucoup. C'est ceux qui ont. Enfin, c'est une maison d'édition et des auteurs qu'on apprécie énormément, qui sont norvégiens. Et là, ils sortent. On a joué, on en a parlé dans le format jeu du chalet, le jeu qui est dérivé de Santa Maria, dont le nom m'échappe. Oui, Saltfjord, c'est super. Saltfjord, c'est très bien, mais tu vois, tu parlais de plateau daté ou pas, en voyant celui de Stefan Feld, juste avant Stefan Feld, et c'est bien d'avoir des plateaux efficaces quand même. Et parfois, dans les plateaux datés, tu as une ergonomie qui est super. Saltfjord, elle n'est pas super, l'ergonomie. Le jeu paraît plus complexe qu'il n'est en réalité parce que le plateau est un peu trop chargé. C'est dommage. Alors, dans Recall, j'avoue qu'en plus, même le pitch me met envie. C'est un jeu de civilisation. Dans lequel on va diriger une tribu et qu'on va faire évoluer en se basant sur la découverte et l'utilisation des civilisations précédentes qui nous ont précédés. Super, ma phrase, très utile. Mais donc, on va à la fois se déplacer, creuser pour retrouver des traces des anciennes civilisations et développer notre civilisation. Je pense qu'il y a aussi, je voulais vérifier en ayant ma page ouverte, mais je ne retrouve pas ma page ouverte de Recall sous les yeux, mais je crois qu'il y a du deck building dans ce jeu. Je vérifie un petit peu, mais voilà. Voilà, c'est en fait c'est un jeu de cartes d'action, de jeu où on va choisir une carte et on va la jouer à son tour, et il y aura une petite partie deck building pour améliorer notre main, et sinon on récupère toutes nos cartes. Je pense que c'est exactement le genre de jeu qui est fait pour nous, et ça me crée enfin une vraie envie pour cette fin d'année. J'ai hâte aussi. J'ai l'impression que c'est une validation totale, Recall. Waouh, génial. Ça fait une demi-heure que j'attends que tu aies fini ton baratin là, pour pouvoir placer cette excellente blague. Illustré par Guillermo Bonne et Rize Kiffe. Voilà, je précise. Merci pour cette excellente blague qui nous rappelle cet excellent film, bien sûr. Oui, bien sûr. Voilà. Fantastic Sea, nouveau jeu du studio Pectis, Wanderlust. Ok. Voilà, c'est ceux qui ont fait le jeu Wanderlust. Ça vous dit quelque chose, ça vous dit rien. C'est pas encore un studio ultra connu, mais ils ont fait déjà un ou deux jeux. Je crois que c'était des financements participatifs d'ailleurs. Donc c'est un jeu de Mahmoud Abdelwahab et Xiu Kui, illustré par Xiu Kui. Là, c'est vraiment des pièges les noms pour moi. J'ai cru que tu étais enrhumé, pardon. C'est très violent. Donc, c'est un jeu dans lequel on incarne des biologistes et notre but, ça va être de collecter des espèces afin de créer un écosystème, donc des cartes. On va drafter des cartes. Alors, il va y avoir un principe de chaîne alimentaire où on va placer des cartes dans un écosystème, et il y a des poissons qui vont être mangés par d'autres et on va récupérer les poissons qui restent ou les poissons qui ont été mangés. Je ne sais pas exactement encore comment ça fonctionne exactement,
mais on va les scorer. Assez classique en ce moment, on en voit plusieurs des jeux sur ce format-là, à voir si c'est bien. Après, c'est l'expérience, mais je trouvais que le visuel était plutôt attrayant. Donc, ça fait partie des jeux que je rajoute à ma liste d'attente. On descend le jeu suivant. Alors, c'est un jeu. Là, on était en Allemagne avec Fantastic Sea. Au début, on était en Norvège avec Recall. Maintenant, on est aux États-Unis avec Paul Dennen. Paul Dennen, à chaque fois forcément, c'est un auteur qu'on suit avec beaucoup d'intérêt parce que Clank. Voilà, parce que succès énorme, Dune Imperium, succès énorme. Ouais. Et là, est-ce que ce sera son 3e succès énorme? Non, en fait, non. Je donne déjà Allez, on passe au suivant. je vais être très honnête, je trouve que dernièrement, il a fait quelques jeux avec des visuels qui sont un peu pas, ça fait pas hyper envie cette couverture. Je sais pas toi, mais je sais. Mais après, sur les jeux américains, je m'arrête pas au visuel en général. Hein. Je me dis, on va regarder ce jeu dont il s'agit, peut-être qu'il y aura une meilleure édition. Il y avait quelque chose qui donnait envie d'y aller, tu vois. Voilà. Et ça fait 2-3 jeux qu'il fait, on me dit il est bien, mais à chaque fois je suis là genre, waouh, ça fait pas rêver. Même le plateau fait pas rêver, mais il faut en parler quand même. C'est édité par Direwolf Digital. Ça m'a fait. Je me suis dit, tiens, Direwolf. Non, ça doit être juste Direwolf. Et c'est un jeu dans lequel on va avoir tout simplement, c'est du train et du backbuilding. En fait, on va développer un réseau de trains et de gares et on va avoir à côté de ça du backbuilding. Ah ouais, ça fait envie quand même là quand on se dit backbuilding plus réseau et jeu de train. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un nouveau jeu de train qui nous a embarqué. Aussi, c'est un genre que j'adore moi. Je le rajoute à ma to-do list, hein, c'est sûr, mais je suis moins ambiancée que par Paul Dennen. Il a fait 2-3 jeux dernièrement qui n'arrivent pas à briller plus que ça. Donc, on verra. Tout ça commence à être une liste pour Essen. Hein. Bientôt, d'ailleurs, je pense que la liste d'Essen va être ouverte sur Board Game Geek. C'est en général, dans le courant de l'été, on pourra commencer à se dire « Ah, je vais jouer à ça, je vais jouer à ça ». C'est vraiment mon petit moment Kinder de l'année. Ouais. Et donc, là, ces jeux-là font partie de ceux, je pense, qu'on retrouvera en octobre jouables. Et le suivant, enfin aussi... Il y avait des belles annonces cette semaine, c'est chouette. On part en Italie et là c'est le nouveau jeu de Renato Servio et Andrea Robiani. Et quand je l'ai vu, je me suis dit une extension pour comment il s'appelle, Windstar. Les rats de Windstar. Vraiment, ça a été ma première pensée. Et en fait, pas du tout. C'est un standalone. C'est pas du tout ça fait Rad Windstar parce que tout simplement c'est le même illustrateur, c'est le même éditeur et je pense qu'il y a un univers qui se veut commun, mais ça n'est pas du tout le même jeu. On est sur un jeu et quand je l'ai lu, je me suis dit tiens donc, parce que ça s'appelle Fourmi, et il y a des petites choses qui pourraient faire penser à Myrmes. Myrmes, Myrmes, pardon, je le prononce mal. Mais en gros, sur notre plateau personnel, on va avoir alors, ça rappelle un petit peu les rats de Windstar, où on avait notre colonie de rats et la maison qu'on allait explorer. Là, c'est un peu le même principe. On a notre colonie de fourmis et le terrain qu'on va explorer et on voit un marché de cartes. Donc, on voit des familiarités entre les deux. Les rats de Windstar, moi, j'avais pas complètement adhéré à cause de la mécanique de sélection que je trouvais difficile à gérer pour faire ce qu'on avait envie et des cartes qui me faisaient pas tout à fait rêver. J'avais pas complètement accroché moi. Il y a un truc qui m'a résisté dans les rats de Windstar qui fait que j'ai pas complètement accroché. Mais j'ai quand même envie de jouer à Hans parce que sur le principe et dans l'univers, je trouvais ça cool. Maintenant, je me dis, mais moi, ça me donne envie de jouer à Myrmes. Oui, qui va ressortir de toute façon chez Board Geek, on attend. J'ai toujours pas rejoué à une nouvelle extension. Il faut que je dise à Johan de le ramener le prochain coup qui vient au chalet parce que comme ça a été longtemps l'un de mes jeux, de mon podium de jeux favoris. Et ça sera illustré par Yann O'Toole, la nouvelle version de Myrmes. Et ça, c'est fou. Ça fait complètement. Il faudrait qu'on fasse un de ces quatre, quand même nos jeux favoris de tous les temps parce que. Enfin, ça veut pas dire grand-chose sur la qualité des jeux, sur nos sélections réelles du moment, parce qu'en réalité, ça change tout le temps en ce qui me concerne. Il y a des jeux, mes jeux favoris, j'y joue plus en réalité, mais ça donne des informations sur notre parcours. C'est ça qui est rigolo aussi. Les jeux, moi, quand tu veux. Hein, moi, oui, il faudra programmer ça. Tout à fait. Et évidemment, on sera payer nos avis. Bien sûr, comme d'habitude. Voilà, ça c'était les annonces. On termine juste par quelques petites extensions qui ont été annoncées. Je les ai mis en vrac. Une extension pour Galilei, qui est un jeu qui n'a pas encore sa version française, mais qui a plutôt bien marché à Essen, donc on verra. Mais par contre, l'annonce la plus importante en extension, en même temps que sa nomination au Spiel,
Est-ce qu'ils ont fait exprès? Je ne sais pas. Bon, peut-être. Et c'est Je pense que c'était prévu, hein, quand même. Ouais, A priori, Endeavor ils ont dû Deep bosser Sea. dessus avant. Endeavor Deep Sea. Oui, mais ils ont dû se dire, tiens, on va attendre, voir si on est nommé. Ouais. Moi, je pense que si j'étais à leur place, je l'aurais fait volontairement. Je sais pas. Et c'est une extension pour Endeavor Deep Sea. Uncharted Waters. Bon, j'ai pas encore d'annonce de Super Meeple, mais je pense que ça devrait venir. Ah bah, ils vont suivre, évidemment. Voilà. On a hâte, on les reçoit au chalet très prochainement, là, donc on aura l'occasion de leur poser la question en direct, puisque Charles Amir vient faire un petit tour assez rapidement. C'est cher, Charles Amir. Et voilà. On passe maintenant à la rubrique des sorties. Je l'ai mis sans le dire. Mais c'est super parce que ça fait pro, tu vois. Ah bon? Ouais, tu sais, dans les émissions, ils disent rien, ils mettent directement le jingle. Ça sert justement à... Mais nous, on dit jingle comme dans les années 80. Parce que tout le charme du jingle, c'est de dire jingle. Moi, c'est pour ça que j'ai fait ça, c'est pas pour le jingle en lui-même. Les sorties de cette semaine, il y en a pas mal d'intéressantes cette semaine. Oui, je suis assez d'accord. On va les regarder rapidement. Alors déjà, il y a le retour de Génial, mais nous on dit Génial parce qu'on l'a prononcé en allemand pendant des années. J'y ai jamais joué, moi il me fait super envie. Oh là là. Alors moi j'ai pas la nouvelle version, mais j'ai envie de le mettre en avant quand même. Donc je pense que on va le ressortir, notre vieille boîte, pour parler du nouveau. Après tout, c'est les mêmes règles, c'est pas si gênant. C'est un jeu de Rainer Knizia, abstrait, chouette. Agréable à jouer. Non, vraiment, j'ai beaucoup aimé ce jeu, moi, et ça fait très longtemps que je n'y ai pas joué, donc j'ai envie d'y rejouer. On a notre format jeu du chalet. C'est cool, je suis tellement content de l'avoir ressorti, ce format-là, dans lequel on présente à chaque fois 4-5 jeux, et donc du coup, je sais que je peux le sortir et que j'ai une occasion de le sortir. Les matinales sont pas si adaptées pour présenter des jeux, c'est quand même plus facile de se rendre en studio. Donc, on vous en reparlera. Salton Sea. Tu as eu l'occasion d'y jouer? Moi, j'ai pas joué à celui-ci. Je suis un peu triste, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer. C'est le nouveau jeu de chez Yellow dans la collection format. Vous voyez ce format, le format Château Blanc, format. D'ailleurs, il n'a pas de nom de couleur. C'était le même format Château Blanc, Cathédrale Rouge. C'est ce format de boîte là. Ouais. Et j'ai eu des retours divers et variés. Et moi, j'ai très envie d'y jouer, mais j'ai pas eu l'occasion encore. Comment on le prononce d'ailleurs? Parce que moi, je suis nul en prononciation. C'est mon gros problème. C'est pour ça que j'ai du mal à parler Salton anglais. Je crois que tu l'as très bien dit. Hein. Ouais, parce qu'on dit salt quand il y a juste salt, mais quand il y a le ton derrière, tu dis pas pareil. Ouais, bonne question. Moi, je crois que je me suis sorti quand tu étais avec... peut-être. Quand tu étais avec Candice, que tu n'avais pas de difficulté à parler anglais, je me suis senti nul, moi, parce que je comprenais tout ce qu'elle disait. Oui. J'étais incapable de sortir des phrases qui avaient du sens. C'était un mot, comme ça, mais bon. Mes phrases étaient en réalité, grammaticalement, je pense, assez catastrophiques, mais il faut juste y aller. C'est ce qu'elle m'a expliqué. Elle m'a dit, ouais, mais ça donne beaucoup de charme. Ah, c'est gentil. Ils s'en fichent, en fait. Ils savent que les Français parlent mal anglais, donc ils sont juste contents qu'on fasse l'effort. Donc, n'aie pas peur. Lance-toi. Je n'ai surtout pas les accents. Il faudrait que je fasse un vrai entraînement parce que j'ai quand même les bases, puisque j'ai les mots. Il y a quand même un peu de base. Chronologique, Cusco 1450, c'est la deuxième boîte de Chronologique. On a eu l'occasion d'en parler pas mal. Le jeu de Johan Lové et Fabien Gridel, publié par Ori Games et Super Meeple. Ensuite, on a Jumo, qui sort chez... c'est Game Factory, le logo que je vois sur la boîte. On l'a reçu, là, on n'a pas eu encore le temps d'y jouer. Je sais qu'Aline a lu les règles. Elle voulait qu'on y joue hier soir, mais on n'a pas eu le temps. Excalibur. Ça, c'est des jeux de Amelia Davis et Excalibur. Je crois que c'est un peu à part. C'est des chasses au trésor et des livres. Ouais, je l'ai juste là. Ouais. Oh, tu l'as reçu? Je l'ai reçu, tu vois. Celui-ci. On va partir chasser les trésors, je vais le trouver. J'ai 5 minutes, on le trouvera rapidement. Ça serait bien, ça pourrait changer pas mal l'avenir d'un monde de jeux, moi, je pense. Je crois qu'il y a une grosse somme qui est associée à ce jeu, j'en sais rien. Je crois, comme tous ces jeux-là, non? Texte derrière. Je ne sais pas. Je sais pas, j'en ai jamais fait. Donc, Emilia Davis, on en a parlé. 15 jours en France, donc chez Creative... Pardon, le nom de l'éditeur, je l'oublie à chaque fois, je vais ouvrir la page, comme ça on le verra. C'est Collective Adventure. Je me trompe de nom d'éditeur, j'ai envie de dire Creative à chaque fois. Donc, petit jeu qui sort là également. Ensuite, Tirnanog chez Lucky Duck Games. Qui sera une de mes bonnes pioches de cette semaine que je trouve vraiment très bien. Tu y as joué? Oui, j'ai joué, on a fait la vidéo, on la sort là, on va la sortir rapidement. J'étais sur le montage hier. Moi, j'ai pu y jouer plusieurs fois et j'avais pu y jouer à Essen. Et ce système de sélection de cartes avec beaucoup d'interactions entre les joueurs, c'est très malin. Très malin. Très, très malin. Il va y avoir un marché de cartes au centre de la table avec des espaces entre chaque carte et il va y avoir toute une première phase où vous allez poser vos pions. Vous en avez 3. Et en fait, on va se positionner
entre les cartes. Et quelqu'un peut se mettre à l'emplacement d'une carte enfin juste à l'intersection d'une carte où vous êtes ailleurs, mais vous êtes sur la même carte en réalité. Et donc il va y avoir une première phase où on va tous se positionner et une deuxième phase où on va aller reprendre les cartes en sens inverse, counterclockwise comme on dit, en sens inverse du sens duquel on avait posé les pions. Oui. Et c'est hyper malin parce que ça crée beaucoup de tension. On sait ce que l'autre vise, on a envie d'être le premier dessus, on met un peu la pression. Tout ça pour derrière quelque chose de très simple. Non, c'est pas du tout comme Far Away. Rien à voir. Ah non, c'est pas le même genre, c'est même pas le même temps. Il y a un temps de jeu qui est un peu plus long. Il y a beaucoup d'interaction dans le choix des cartes et on se fait son petit tableau personnel juste devant en fonction de critères qui sont indiqués. C'est chouette. On vous montre la vidéo très rapidement sur la chaîne. Ouais. C'est pas un jeu hyper ambitieux non plus, hein. On est dans ces petits jeux agréables à jouer dans lesquels on fait un tableau de cartes, mais ça fonctionne bien dans cette catégorie-là, et c'est plutôt un jeu que je conseille. Est-ce qu'il rentre, ça c'est la question, est-ce qu'il rentre dans nos ludothèques? Moi oui. Toi oui. Et on le mettra sur la page, comme ça on aura l'occasion de... Il faut que je le rajoute. Oui. Hop, on continue. Earth, Abondance, c'est l'extension. La BD Marchand, c'est l'extension Grand Maître. Simsala Spin, celui-ci je le connais pas, c'est publié par Our, on aura peut-être l'occasion d'en parler puisque on reçoit Atali en début de semaine prochaine. Ensuite, c'est un skijo portable, skijo voyage. Voilà, le skijo voyage, exactement, qui ne change pas grand-chose si ce n'est un tout petit peu la taille des cartes. Double Animal Crossing, ça on s'en fiche un petit peu, mais on vous le cite quand même parce qu'il sort cette semaine, on s'en fiche nous en tant que joueurs, on n'attendait pas un double avec impatience et c'est pas un jugement de valeur. Camarade, qui sort donc, c'était il y a la semaine dernière, on a mis les jeux des 2 semaines. Un jeu qui a fait une grande actualité, mais auquel je n'ai toujours pas joué, moi, personnellement. C'est du Yams ultra simple, hein, quand on y a joué là, dernièrement, mais c'est juste tu lances les dés, tu essaies de compléter les cartes, et puis si tu y arrives, tant mieux, si tu rates, tu respectes. Il n'y a pas beaucoup plus de règles derrière. Abracadabra, donc le jeu qui a été publié à l'occasion de l'alchimie du jeu chez Subverti. On passe très vite sur les jeux de manière générale et on s'arrête si on a un conseil à vous donner. Trailblazer, l'édition voyage, il y a plusieurs éditions voyage qui sortent en ce moment parce que c'est la période, on s'approche de l'été. Petit Pois, c'est une nouveauté, c'est le jeu de chez Blam, effectivement, il y a 3 auteurs dessus, je les ai plus de tête donc je ne vais pas les citer. Donc petit jeu de cartes plutôt efficace, ça fait partie des bonnes pioches dans cette catégorie-là. Un jeu coopératif avec Wave chez Yellow. Et on fait comme Dice Tower, 45 jeux en 2 minutes, t'as vu? Ouais, j'ai vu qu'il avait fait ça, mais je crois que je vais lui piquer l'idée pour une section. Je pense que nous, dans les jeux du chalet, en fait, on le fait, c'est une des rubriques des jeux du chalet. Il y a les 4 jeux qu'on présente en détail, mais avant, on fait passer 10 jeux en 2 minutes. C'est ça. Et en fait, c'est pas idiot, mais oui. Par contre, en faire la vidéo que là-dessus, je sais pas. Oui, non, faites-vous votre propre avis, mais ça vous permet d'avoir une température. Ouais. Moi, Wave, pour vous donner une température, je n'ai pas trouvé ça super, par exemple. Voilà. C'était rapide. Moi, j'ai trouvé ça super. Là, les seuls retours que j'ai vus sur Tipperary, c'est « Oh, c'est trop cher ». Ah, Tipperary, t'as trouvé ça super. Le jeu est super. Le jeu est vraiment génial. Moi, j'adore Tipperary. C'est notre jeu le plus joué de l'année dernière. Ça y est, il sort enfin en version française. Oui, il est chouette. On le met aussi au programme des jeux du chalet. Comme ça vous donnera l'occasion sur la prochaine édition. Je sais pas quand je la diffuse, parce qu'on n'a pas encore tourné. Mais là, on vous montre les jeux qu'on a préférés. Effectivement, c'est pas à donner, mais en même temps, il y a du matos. C'est vrai qu'au niveau du prix, c'est assez surprenant. Par contre, il y a du matos, mais c'est par rapport à des choses qui sortent en ce moment, qui arrivent à tirer vers le bas un peu. Après, ils n'ont pas forcément le choix, donc c'est ceux qui peuvent tirer les prix vers le bas. C'est ce que on en parlait avec Pierrot. Mais c'est vrai que c'est de la tuile, donc 40 €, c'est quand même assez costaud. Mais je suis assez d'accord avec les gens pour le coup. Mais bon. Oui, c'est bien sûr, mais d'un autre côté, des jeux auxquels j'ai joué toute l'année, c'est difficile pour moi de ne pas le conseiller, donc on cite le prix bien entendu, mais derrière ça, le jeu auquel j'ai plus joué l'année dernière, parce que vraiment c'était simple, finalement j'ai moins joué à Planet Unknown dont il se rapproche par le fait de son choix de tuiles au centre de la table avec une roue qu'on fait tourner, mais celui-ci est tellement facile à sortir, tellement agréable à jouer, que... tellement côté rétro. J'ai bien aimé ma partie aussi. J'irai pas jusque là où t'en es toi, mais j'ai bien aimé aussi. Bon, faut pas le survendre, mais on a beaucoup apprécié. Tasso Banana, on a 2 fois qu'on a vu une des fiches sur le Grand Maître. On a fait 2. On s'est mis à plusieurs pour faire les fiches et du coup, forcément, des fois, on est plusieurs à faire la même. Tasso Banana, donc qui sort chez Matago, un petit jeu d'empilement de bananes en bois. Maskman, ce jeu existe depuis longtemps, mais il sort en version française cette semaine. Magicaboo, c'est chez Blue Orange. Tu m'arrêtes si tu as un truc à dire de pertinent. Les Jardins Suspendus chez Gigamic, le jeu dont qu'on a cité tout à l'heure, qui est publié donc par Gigamic et qui est disponible sur Board Game Arena. On en a un peu parlé, mais vraiment c'est
exactement dans la lignée des jeux de Grégory Grard. C'est classique, mais toujours bien. Chouette et efficace. Ouais, chouette et efficace. Expédition vers 5X. Celui-ci, je n'ai pas joué. Ça sort chez Don't Panic Games. Ouais, il me fait envie, mais j'y ai pas joué. Il me fait envie, voilà. Donc... Seulement si c'est pertinent. Pirou a relevé ma phrase. Tu m'interromps si c'est pertinent. Mais tu as raison. C'est pour ça que je ne t'interromps pas trop. Je rajoute des trucs en plus comme ça. Mais Catwood, donc je n'y ai pas joué. Je l'ai vu passer parfois en vidéo, mais j'ai pas la boîte, j'ai pas joué à ce jeu. Je ne le connais pas particulièrement, donc je ne m'attarde pas dessus. Et Flatiron, le jeu d'empilement, de construction de ce fameux hôtel new-yorkais, très très mécanique, plutôt efficace. Moi, j'ai trouvé ça très bien. C'est mon deuxième choix de la semaine. Tirnanog et Flatiron, c'est vraiment mes deux coups de cœur. Et oui, j'utilise le mot coup de cœur. Non, Flatiron, ça a été très spécial parce que moi, j'étais d'abord hyper attirée parce que Weberson Santiago à la couverture, wow, qu'est-ce que c'est beau. Ensuite, j'ai des retours qui me disent ouais, on me dit ouais. C'est pas époustouflant. C'est pas un jeu, on va poser son. Mais on me l'a tellement sous-vendu que je l'ai un peu fui. Ah bon, on me l'a sous-vendu. J'en ai entendu que de l'archi bien. Voilà, moi on me l'a sous-vendu jusqu'à ce que je tombe sur une vidéo de Simon Dupastan, il faut rendre à César ce qui appartient à César, tout ça, dans lequel il est dithyrambique sur le jeu. Alors moi je me suis dit, attends, c'est pas possible, il peut pas y avoir, il doit bien y avoir un juste milieu quelque part. Et en fait j'y ai joué et moi j'aime énormément ce jeu. Ça marche hyper bien sur moi. Je trouve qu'il y a ergonomiquement des trucs qui ne fonctionnent pas très bien parce que au niveau du pion, par exemple, quand on se place, le fait d'avoir deux informations sur le même lieu, c'est un peu compliqué. C'est vraiment pas grand-chose. Mais cette construction de moteur, la construction de la tour, la course que ça crée, l'enjeu, la tension, j'ai été à fond durant toute ma partie. Et je trouve qu'en jeu à 2 joueurs, c'est vraiment assez singulier comme genre de jeu. Donc pour moi, il sort vraiment du lot et il rentre dans ma ludothèque. Il est d'ailleurs juste derrière moi, là. Ok, écoute, nous on y a joué, on a passé un bon moment. Après, c'était un peu répétitif, on a joué à 2, mais je joue qu'à 2 de toute façon. Et est-ce qu'il rentre ou pas dans ma ludothèque? Tu vois, j'étais hésitant, mais en vrai, j'ai pris du plaisir. Oui, mais ça marche. Toi, c'est Tipperary. Moi, ça va être Flatiron. Tu vois, je pense que j'ai vraiment du plaisir sur un Flatiron. Oui, moi aussi j'ai eu du plaisir. Allez, je le mets dans ma bibliothèque aussi. Parce qu'il est plutôt efficace, mais c'est pas non plus. Je t'ai convaincu. C'est une question de ressenti, d'envie d'y rejouer. C'est ça que ça veut dire. Est-ce qu'on va y rejouer? Oui, et notamment le deuxième côté du plateau qu'il faut que je découvre. Mais alors, il y a quelqu'un qui dit mon souci est justement qu'il ne se joue pas à plus. C'est un jeu à 2. Et c'est vrai que c'est marqué sur la boîte, donc ça a été calibré pour être à 2 joueurs. Moi, j'aime bien au contraire quand il y a des jeux à 2 joueurs qui me proposent quelque chose qui est autre chose que du simple tir à la corde, par exemple. Moi, je reconnais que sur pas mal de jeux, notamment mécaniques de ce type-là, je n'y joue que à 2 ou 3. Finalement, j'ai jamais envie de jouer à 4. Donc ça, c'est personnel, bien entendu. Chacun a son avis là-dessus. Mais et c'est ce qu'on disait sur Civolution. Je pose tout de suite la question, est-ce qu'on peut y jouer à 2? Parce que finalement, c'est les configurations où j'ai l'occasion de sortir ce type de jeu. Donc ça ne me dérange pas. Et j'ai tellement de jeux qui jouent à 3 aussi que est-ce que c'est un problème? Je cherche pas à avoir une bibliothèque de 12 jeux. Donc j'ai pas besoin d'avoir un jeu passe-partout. Ça me dérange pas d'avoir des jeux assez spécifiques en termes de catégorie de joueurs. Non, mais c'est une semaine plutôt intéressante avec les jardins suspendus aussi qui est vraiment chouette, avec Salton Sea qui rend je vais attendre un peu le jardin suspendu, il faut que j'y rejoue, donc je ne le mets pas encore dans ma bibliothèque et c'est le moment où on va justement aller faire un petit tour sur donc on va aller sur le site Un Monde de Jeu, j'ouvre une page, j'ouvre celle-ci, on va cliquer sur Un Monde de Jeu et quand vous allez sur la page d'accueil d'Un Monde de Jeu, vous pouvez cliquer sur les meilleurs jeux du moment. Alors, ça va peut-être pas être à jour là tout de suite. En fait, moi, je l'avais mis. Flatiron, je découvre qu'il est. Est-ce que c'est toi qui l'as rajouté? C'est moi qui viens de le mettre à l'instant. Simplement, il faut signifier au site qu'il y a eu des mises à jour. Je vais essayer de le faire en direct. On va voir si ça marche. Il faut que je me Mais oui, les meilleurs jeux du moment, moi, c'est une catégorie que je trouve super sur le site. Vous pouvez tout le temps, en fait, c'est un top 10 permanent de ce qui sort. Voilà, plutôt que de re-regarder. Pas 10, mais oui. Non, pas 10, mais un top de ce qui sort selon
ceux qui utilisent, qui sont autorisés à participer sur ce site internet. Alors, il faut qu'on rajoute Johan, qui n'est pas encore autorisé, mais il a peut-être des avis sur les jeux pour savoir lesquels rentrent dans sa liste aussi. On n'est pas assez nombreux encore, parce que vous voyez qu'il n'y en a pas beaucoup des jeux sur la première page. C'est que ceux qui ont au moins 3 votes. Et comme on a des avis assez différents les uns des autres, vous voyez, il y a des jeux qui ne sortent pas. Par exemple, le meilleur jeu de la période, il n'y est pas dedans. Comment c'est possible? Le meilleur jeu? Parce qu'on n'est pas 3 à l'avoir signalé. C'est fou, hein. Lequel? Bah regarde, si tu vas sur la page de Martin, tu vas voir que le meilleur jeu de la période, Color Wars, il est bien présent sur ma page à moi, mais j'insiste, mais les autres votants n'ont pas encore. Il y a Aline et moi qui l'avons mis. Toy Battle, je suis dessus ou pas? Parce que moi, j'ai pas encore pensé à aller. Il faut que j'aille remplir, moi. Oui, parce que Toy Battle, il n'est pas en première page. C'est un scandale. C'est un scandale. Moi, j'ai mis Toy Battle. J'ai mis les potions d'Azerland. Tu vois, j'hésitais un peu, mais en fait, j'ai pris beaucoup de plaisir. Donc, on ne va pas non plus se freiner sur les jeux qu'on a bien aimés. Ah bah et voilà, évidemment, Tipperary. Hop, je me rajoute sur Toy Battle. Bien sûr, évidemment. Et non, il y a des. Ça, c'est ta page, ça. Ça, c'est ma page. Donc, vous pouvez regarder. On va regarder. Oui, je l'ai mis là tout de suite. Je vais d'ailleurs, après en avoir discuté longuement. Après avoir été convaincu. Et voilà pour les jeux que j'ai sélectionnés. Je vais regarder la tienne tout de suite. Ouais, bien sûr. Celle d'Aline, vous pouvez regarder celle d'Aline aussi. Elle a mis Color Wars, évidemment, le meilleur jeu du moment. On n'est que 2 pour l'instant, donc on n'arrive pas. Il faut être au moins 3 pour que ça soit sur la première page. Non, je trouve très bien. Après, moi, moi, j'aurais aussi avant-après. Que par exemple, je l'ai pas mis là, mais il va y être. Mais ça va bouger, hein, c'est des listes qui forcément bougent. Par contre, ça prend en compte depuis le début parce que je vois qu'il y a Sankoré qui pour moi est sorti en janvier, donc c'est plus tout à fait mon top du moment. Là, on est sur il est encore sur ta page? Ouais. Sankoré? Ouais. C'est parce que j'ai pas mis à jour ta page, alors peut-être faut que je regarde ça, mais normalement ça n'y est plus. Ça prend depuis le 1er décembre. C'est tous les jeux sortis depuis le 1er décembre, normalement. Ah si, alors oui, tu prends sur une longue période finalement. 6 mois. Ah bah oui, voilà. Sur les 6 derniers mois, on prend les jeux en compte. Donc tous les mois, j'enlève un mois. ouais, d'accord, ok. Bah oui, alors il doit en manquer quelques-uns. Là, je viens de me rajouter sur avant-après. Et sur Toy Battle, je me suis rajouté aussi. C'est compliqué pour moi avant-après. Est-ce que je me permets de voter pour ou pas? Parce que si jamais je vote, d'un seul coup, il passe dans le top du top sur la première page. Mais il peut. Parce qu'Aline l'a mis, moi, j'ai pas osé tout de suite. J'ai hésité, mais j'ai pas osé me dire, mon propre jeu, en fait. Je comprends, mais il mérite. Après, Ludo le fait. Hein, regardez, on va sur la page de Ludo. Lui, il nous met du Cyclade. Si Ludo le fait, peut-être j'ai le droit. Non, mais oui, Ludo, il s'embête pas. Hein. Je pense que tu peux ne pas t'embêter. En tout cas, voilà, vous pouvez vous connecter, on essaie de le mettre à jour, et puis cette émission, alors c'est difficile d'y penser pendant la semaine, mais cette émission du jeudi nous permet de faire un petit zoom dessus et de regarder ce qu'on a oublié de mettre. Il faut des occasions comme ça pour y repenser. Je peux me mettre moi-même dans la ludothèque. Oui, tu peux mettre tout le monde. Tu peux forcer quelqu'un à avoir un avis puisqu'on a accès au code. C'est pour ça que c'est pas ouvert à tout le monde. Non, mais c'est parce qu'il y a mon nom avec ma vignette et je peux décider de me mettre dans la ludothèque. C'est dans la liste des jeux. Non, mais je dis ça parce que c'est très rigolo. Ah oui, c'est vrai. Oui. Il y a une date et c'est ma date de naissance. Je trouve ça très marrant. C'est ma date de sortie. Je crois qu'il y a eu des tentatives de création de choses, de logique qui n'étaient pas très claires au départ, à la création de tout ça. Je savais pas que tu avais une fiche jeu. Bon, c'est ce que nous dit Pénélope. Voilà, je me suis mise dans ma ludothèque du coup. Hein. C'est parce que je trouve ça beaucoup trop rigolo. On termine cette vidéo avec les vidéos qu'on a diffusées sur nos chaînes respectives sur ces 2 dernières semaines. Donc effectivement, tu as fait quelques vidéos sur des jeux que moi j'ai pas eu l'occasion de jouer, donc c'est l'occasion pour moi aussi de les découvrir. Donc par exemple Crawling Seas, que tu as présenté, qui est en financement participatif, on en a déjà parlé. Popcorn, auquel je n'ai toujours pas joué, c'est fou ça, ce jeu, j'ai toujours pas eu l'occasion d'y jouer. Pareil, Popcorn, j'en avais entendu pique-pendre et en fait moi j'ai passé un très bon moment et c'est vraiment chouette. J'ai envie d'y jouer en achetant des popcorn. Ensuite, City Rival, je me le suis acheté suite à ta vidéo notamment, et je me suis dit, tiens, à un moment tu dis, Martin devrait aimer ça. Donc je me suis dit, allez, c'est bon, tu me l'as vendu. Waouh, tu me mets la pression. Je sais plus si ça voulait dire, c'est naze, mais bon, Martin il devrait aimer. Hein. Non, mais je me suis dit, jeu à l'allemande, 2 joueurs qui tient en 45 minutes.
qui peut être très rythmé. Il faut juste que je rejoue parce que nos parties ont été très courtes et je ne sais pas si on a été très nuls ou si... On te dira, on va y jouer, on en parlera dans nos formats. Stupor Mundi, celui-là me faisait envie quand on l'a vu passer, on s'est dit, oh mais c'est un look vieillot de jeu qu'on aime bien. Et alors, est-ce que c'est bien? C'est super. J'ai pas vu la vidéo. Enfin, moi, c'est mon jeu favori en expert du moment. Et qui est pas, il est pas exempt de défauts, mais pour moi, il a tout pour me plaire. On fabrique un château, il y a des cartes, on sélectionne des actions, c'est pas trop compliqué, mais en même temps, c'est quand même assez costaud. On a des choix à chaque tour assez cruciaux. Enfin, et puis c'est beau. Enfin voilà, moi, j'aime beaucoup Stupor Mundi à titre personnel. Donc, découvrez-le. En plus, vous pouvez y jouer sur Board Game Arena pour ceux qui sont sceptiques. Ouais. Ça arrive incessamment sous peu. Ça va sortir bientôt. Là, j'avoue que sur les jeux un peu plus experts, c'est super, Board Game Arena. J'ai toujours envie de découvrir plein de choses dessus, mais sur les jeux plus experts, j'aime bien y jouer une fois sur table avant d'y jouer sur Board Game Arena pour être rapide. Mais en plus, tu construis le château avec des gros morceaux de bois qui sont là. C'est super. Ensuite, on a l'aller-retour, les sorties du jeu du mois. Tu as ton émission de début mai. Ouais, en fait, j'ai repensé le format juste que je fais d'habitude, mais en le nommant vraiment l'aller-retour pour qu'on comprenne qu'il y a un format au début du mois et un format à la fin du mois. Et que c'est dans un format, on fait les sorties, les annonces, le jeu du mois. Et dans le retour, on parle de vieux jeux, de jeux auxquels j'ai joué dans le mois, mais qui ne sont pas forcément des sorties du mois en cours, et puis d'autres trucs. On parlera un peu de ciné aussi, de vieux ciné, de ciné classique, d'anciens films. Mais voilà, je m'amuse. Moi aussi, je restructure les... J'essaye de c'est le principe d'une chaîne. De toute façon, il faut changer les lignes en permanence. C'est ce qui montre que les chaînes sont vivantes. Sur un monde de jeu, vous pouvez retrouver effectivement, on en a parlé, la finale des tournois des 20 ans des aventuriers du rail, la sélection du Spiel des Jahres, on en a déjà parlé, l'art de la boursicocotte, ce classique revu et corrigé, j'ai envie de dire, qu'on a enregistré avec Jean-Baptiste, c'était super. N'hésitez pas à aller le voir. Le format Les Jeux du Chalet, donc on en a fait 2 de ce format-là. On attend de faire le 3e dès qu'on trouve 5 minutes, mais on est un peu chargé là en ce moment. On a beaucoup de choses à faire en même temps, mais j'adore ça parce que ça nous permet de vous montrer des jeux et surtout nous de nous donner des rendez-vous pour jouer parce qu'on se rend compte qu'on jouait moins depuis qu'on avait plus ce format. On avait moins d'occasion de se forcer à se dire ah attends, il y a le format à tourner là dans un peu de temps. Il faudrait peut-être qu'on joue à ce jeu-ci qu'on a envie de présenter. On a perdu Pénélope. Tu m'entends plus? Alors, je t'entends, mais de loin. C'est pas grave, c'est la fin de l'émission. On te voit en grisé. Je suis revenue. J'avais perdu mes écouteurs, j'avais perdu mon micro, j'avais tout perdu. Je reste comme ça, je bouge pas. Ouais, ce sera bizarre sur la fin de l'émission, mais c'est pas grave. Avant-après, vous pouvez retrouver cette vidéo-là. Petit poids également, si vous avez envie de découvrir ces jeux dans des bonnes configurations. Et sur la chaîne, les replays d'un monde de jeu, vous avez... on avait fait le tour. Voilà, les dernières vidéos. Donc l'histoire du Spiel des Jahres, c'est le top des ventes d'avril 2025. C'est disponible sur notre chaîne de replay. Voici pour les émissions que vous pouvez retrouver par vous-même. L'émission était longue, c'est pour ça que tes écouteurs ont rendu l'âme. Ah non, parce qu'ils sont filaires là. Non, bah, tout va bien maintenant, mais ça a juste, c'est au moment où ça a arrêté d'enregistrer, ça a tout fait sauter. Voilà, les plombs ont sauté et du coup, j'avais plus de son, j'avais plus rien, mais là, c'est tout revenu normal. Le live était très riche, effectivement. Oui, c'est toujours le cas quand il y a 2 semaines. Hein. Je trouve que pour un live de 2 semaines, on a réussi à être quand même sélectif. C'était pas mal. Exactement. Oui, le son de Pénélope a changé, c'est ça qui est bizarre. Il y a eu un truc qui a changé. Bon. C'est pas grave, c'est la fin de cette émission. On vous donne rendez-vous donc demain pour une matinale avec Aline sur notre chaîne. Pour plein d'émissions sur nos chaînes respectives, bien évidemment, et la semaine prochaine pour le prochain épisode de ces Actus Ludiques. Tout à fait. On vous souhaite à tous une bonne journée et à très bientôt. Et ciao.